Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque? L'Empire. Blasphème. Le monde se divise en deux catégories. Bah c'est quoi un gigawatt? Cinéma! Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Les géants américains de l'internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur. Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dés, donc maintenant tu peux jeter ton dé. Allons-y, finissons-en! Ouais, mais alors moi, il faut que je sois au lit à 9h30. Toi, tu creuses. Et bonsoir à vous, on est en 2025, et oui, on est arrivé jusque-là quand même, hein. 2025, c'est l'émission 120, on est je sais pas, quelque part mi-janvier, je sais plus combien. 15. Le 15 janvier, voilà. Vous êtes peut-être sur Radio Panique d'ailleurs, sur le 105 de Radio Panique, car cette émission sera rediffusée sur le 105.4 de Radio Panique, mais ce soir, nous sommes en direct sur Twitch et sur YouTube de l'œil carnivore, voilà, mais dans les studios de la galerie, non peut-être, pour la 3e fois, je crois. Je crois que c'est la 3e fois, ouais, c'est ça. Merci à toi, Julien, qui est parti, je sais pas, il est parti loin. Mais je remercie d'abord en premier ceux qui sont à la technique, ce que vous verrez pas parce qu'il n'y a pas de caméra sur eux. Vincenzo, Yvelt, Kevin, Samuel, Julien et Baudouin, mon fidèle Baudouin, toujours là. Bonsoir. Et bonsoir Baudouin. Peut-être qu'un de ces quatre, à la fin, vous viendrez devant, histoire de montrer vos frimousses. Mais je me suis pas coiffé. Non. Tu t'es pas coiffé, non, bah non. Mais t'as une belle casquette. C'est vrai qu'il se coiffe, Baudouin? Mais toujours une casquette. Mais toujours une casquette, voilà. Exactement. Mais je suis très bien entouré ce soir parce qu'à côté de moi, j'ai... on va commencer par les hommes, évidemment. Hein, voilà. J'ai Corentin. Hello. Le retour de Corentin. Comment tu vas? Ça va très bien, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ouais. Les aléas de la vie nous ont empêchés de nous retrouver, mais là on est là et ça fait du bien. Et surtout, tu as voyagé à travers le monde avec le air guitar. Entre autres. Ouais, tu as fait plein de choses. Peut-être que tu auras l'occasion, un de ces quatre, de nous raconter avec tout ça. Avec grand plaisir. Mais si vous suivez l'air guitar et notamment Airgus, vous pouvez avoir plein de voyages. Drôles. Voilà, du rock et de l'humour. Du rock et de l'humour, donc ça c'est le principal. Avec moi aussi, j'ai Angela. Salut Angela. Hello. Comment ça va? Ça y est, une habituée de l'émission, ça y est, c'est bon. Ouais, presque. Presque. Ça fait plaisir que tu es là. Alors oui, j'ai oublié. Corentin, toi tu vas nous parler de Skeleton Crew. Exactement. Est-ce que ça vaut le coup de le regarder? Moi, je t'avoue qu'en fait, je l'ai vu popper et je l'ai pas regardé. Mais on m'a dit que c'était pas si mal que ça. Donc voilà, tu nous diras ce que t'en penses. À côté de ça, nous avons donc Angela qui nous arrive avec du manga, de l'animé. Un animé manga qui s'appelle Salaryman et ça m'a surpris, donc je voulais partager cette surprise avec vous. Une bonne surprise. Je t'avoue que j'ai regardé le premier épisode parce que voilà, on n'en dit pas plus, hein, on laisse le suspense. Alors, juste le premier. On en parlera tout à l'heure. Joker. non, mais voilà. Et évidemment, ce soir aussi, notre invitée, Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir. N'hésite pas à parler dans le micro. Hein, voilà, t'as une petite voix fluette, mais je fais confiance à Baudouin pour que tout le monde puisse vous entendre. J'espère d'ailleurs que... n'hésitez pas, s'il y a un problème de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le préciser dans le chat, hein, s'il y a un quelconque problème. Donc, Catherine, tu es notre invitée ce soir. Peut-être que tu deviendras chroniqueuse, on ne sait jamais, hein, si tu te plais derrière ces micros. Mais bien sûr, dès que vous avez atteint le million et que vous... D'accord. Okay, et que le salaire suit, moi, il n'y a pas de souci. Hein, ouais, bon, d'accord. Il n'y a plus de jeunesse. Il n'y a plus de jeunesse. Hein, on vient d'avoir 900 000 abonnés. Je te paye en visibilité quand même. C'est beau, merci. C'est pour ça que je suis là. Bon, trêve de plaisanterie, parce que tu viens de terminer tes études et tu vas nous parler de ton prochain projet. Alors pour l'instant, tu tournes un pilote, mais l'idée c'est de faire un long métrage et ça porte sur les stickers et c'est passionnant. Alors vous allez voir, c'est génial. Grim Todd d'ailleurs qui nous dit que Skeleton Crew, c'est sauce Goonies, c'est du Space Goonies. Voilà, yes. On va voir. C'est du Space Goonies. Ok, fantastique. Et donc, je propose de commencer le début de ces chroniques.
sans transition aucune, avec toi, Angela. Tu vas nous parler du manga animé Salaryman's Club. En fait, en gros, c'est l'histoire de Mikoto, qui est un joueur de badminton professionnel, en fait. Et il va lui arriver un gros malheur dans toute son ascension sportive, grosso modo. Et à travers ce manga, on va apprendre la vie en société, comment travailler en entreprise. Et toute son entreprise, en fait, ce sont des fans de badminton, donc ils jouent au badminton, ils font des tournois inter-entreprises, etc. Et donc, c'est vraiment voir l'évolution de ce petit garçon traumatisé qui jouait tout seul à finir à jouer en équipe avec un plus âgé que lui. Et terrible. Je propose de regarder un bout du trailer et puis après tu nous en dis. Voilà. Non mais toi déjà tu vas dire pourquoi ça vaut le coup de regarder. Allez, vas-y. まだだ。このラリーさえ取ればまだ。俺はまだやれます。そない言うなら次の大会で結果出してみ。ちょっとミコト、会社クビになったなんて聞いてないわよ。帰ってもあんたの部屋ないからね。俺もう終わったのかな。俺にオファー。今日から営業部の仲間になる白鳥美琴くんだ。よろしくお願いします。よ、新人くん。よろしくな、相棒。美琴？新人ってお前かよ。次は外回り行くぞ。さっきラストって言いましたよ。社内の挨拶回りはな。おかしいでしょ。俺はバドの選手として呼ばれたんです。練習場ってここ？武田幸喜参上。噂の蝶ネクタイか。Ah d'accord, ok. ça y est. Tu vois l'entraîneur, non, mais tu peux un mafieux, tu, quoi, tu peux baisser. Excuse-moi, j'ai pas fait les gestes avec Baudon. J'ai dit avec badminton. Changer de nom. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, en fait, on se retrouve avec effectivement un manga sur le badminton. Mais pas que, en fait. C'est une des pierres angulaires quand même de l'animé, mais c'est plus ce petit garçon qui a un génie du badminton à la base, quand même, qui se retrouve, voilà, il a perdu tous ses rêves et il doit recommencer à zéro, quoi, sans vraiment vouloir recommencer. Et il se trouve bien entouré. Et il se retrouve piégé, parce qu'en fait, il répond à une sorte d'annonce qui lui dit ouais, viens jouer du badminton, et en fait, c'est pas du tout ce qui est prévu. Mais parce qu'en fait, déjà, lui, il espérait jouer tout seul, déjà à la base, puisqu'il est encore dans sa tête, c'est encore le génie du badminton, et qu'on va le prendre comme ça en claquant des doigts. Donc, déjà, il reçoit une annonce pour pensant jouer au badminton, mais il y a aussi le fait que c'est pas pour qu'il joue tout seul, c'est pour qu'il joue en équipe. Donc ça fait deux contradictions pour lui en plein traumatisme à devoir gérer comme ça en fait. D'accord. Et alors pourquoi on doit voir Salaryman ? Moi je trouve qu'en fait j'ai été très surprise déjà par les traits, l'animation et le dynamisme de l'animé qui vraiment a voulu rester hyper fidèle à l'esprit et du badminton et dans sa vitesse d'exécution, dans comment ça peut jouer, dans les techniques de jeu aussi, comment que ça se passe. Je trouvais ça vraiment... Ça m'a presque donné envie de jouer au badminton en fait. Tu vois. Je confirme qu'effectivement c'est bien mis en scène, ouais, ça c'est clair. Alors, et donc le fait que les balles elles vont super vite, les smatchs, etc. Donc tu sens vraiment, t'as l'impression que ça va super vite quoi. Alors on a Cat Mousse qui demande s'il y a des racailles de badminton. Il n'y a pas de racailles. Il ne faut pas oublier que... Est-ce que je vais répondre vraiment? Je suis prête à répondre, tu vois. Non, mais alors, parce que c'est un monde du travail, tu vois. C'est un monde du travail. On n'est plus à l'école. Hein, c'est très rigolo parce qu'effectivement, quand tu m'as proposé le manga, j'ai regardé le premier épisode. Si vous voulez, alors ça se trouve sur Crunchyroll, mais vous pouvez l'avoir en VOSTFR sur YouTube. Il y a le premier épisode sur YouTube comme ça. En fait, c'est parce que l'entraîneur, il ressemble à un mafieux, en fait. Et c'est pas un mafieux, c'est un des patrons, donc il a un gros département, etc. Donc, voilà. Mais il fait très mafieux comme ça. J'espère que tu es content de ta réponse. Voilà, exactement. Et c'est vrai que là, tel que je l'ai vu, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit bon, alors qu'est-ce qui n'a pas déjà été fait? Le badminton? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de mangas dessus. Non, mais au Japon, c'est des férus. Ils jouent énormément au badminton. J'imagine, mais aussi, et je me dis plutôt que de prendre des comment ça s'appelle, des étudiants, on va dire de manière générale, soit des écoliers, soit etc. Tiens, on va les mettre dans un milieu jeune adulte qui doit effectivement être
peu exploité, ou en tout cas moins exploité sur ce côté shonen, on va dire. Et je me dis, effectivement, il doit y avoir une cible là qu'ils ont réussi à toucher de jeunes qui sont encore en train de travailler. Alors c'est très bizarre parce qu'on découvre d'ailleurs des côtés, le côté social aussi du truc. Oui, genre ils dorment en dortoir en fait. Ensemble, ouais. Les équipes, c'est comme les K-pop, les groupes et tout, ils sont toujours tous ensemble. Pour vraiment qu'il y ait un lien d'équipe. Vous voyez dormir avec vos collègues. Mais on n'a pas cette culture-là, nous. Faut pas oublier que eux, ils font pas 8 heures par jour. Hein. Des fois, ils peuvent passer leur nuit dans leur bureau. Tant que c'est pas fini, ils sont tous ensemble, ils doivent bosser ensemble. Ils ont pas la même culture du travail que nous non plus. Apparemment, tu ne peux pas quitter ton poste tant que le patron n'a pas fini. Ah ouais, c'est mal vu. Si le patron a décidé de passer sa soirée à bosser, tu restes au boulot, quoi. C'est encore, tu vois, encore un choc culturel quelque part. C'est quelque chose que nous, on n'a pas, quoi, en fait. Et donc, effectivement, ils ont des chambres communautaires, etc. C'est assez étonnant. Le bain, ils le prennent ensemble. Tu vois, nous, ça nous choque et tout, mais ils se frottent le dos. C'est hyper respectueux de se frotter le dos ensemble en prenant le bain, quoi. Nous, moi, je pourrais pas. Chacun sa baignoire. L'œil carnivore ne pratique pas le dortoir. J'ai pas signé pour ça. mais voilà, moi, je vous le conseille vraiment parce qu'il y a aussi ce côté un peu mal-être où les jeunes ne savent pas vraiment comment parler, etc. Et là, de voir un adulte qui s'en occupe, qui sait lui tirer les verres au nez, qui vraiment est là pour le soutenir, on voit l'évolution et le changement du personnage aussi, en fait. Oui, c'est ça qui m'a intéressé dans le premier. En tout cas, pareil, j'étais pas forcément le public du truc, je t'avoue. Mais effectivement, la mise en scène est pas mal. Alors, on rigolait de la musique. Il y a des petites feintes, il y a des bonnes feintes aussi dedans. Oui, il y a des bonnes feintes. On rigolait de la musique. Des fois, je trouve que la musique fait un peu la croisière s'amuse. Oui, mais t'as l'impression que si t'es mal tombé, que t'arrives à ce moment-là, que tu regardes encore un animé romance, etc., il n'y a pas un seul bisou, il n'y a pas une seule histoire d'amour dans ce... Mais je suis déçu. Je t'assure, il n'y a rien. C'est vraiment des tranches de vie. Non, c'est que de la tranche de vie, l'entraînement, le boulot, les expositions, voilà. En tout cas, ça permet de rentrer un peu plus dans l'univers des... Moi, je trouvais ça très frais, justement. Ça change un petit peu du... Allez, c'est toujours il y a toujours le côté compétitif, mais c'est un autre niveau, en fait. Est-ce que ça vous dit, Corentin et Catherine ? Alors, moi, personnellement, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment le côté jeune adulte. Parce que justement, comme tu dis, il y a plein de trucs de sport, c'est toujours les équipes, c'est les jeunes et tout. Mais le côté... parce que je sais pas à quel point c'est, entre guillemets, shonen, en termes, on va dire, le cliché de « allez, on peut y aller l'équipe », où on est vraiment dans un côté... Est-ce qu'on est plus dans un côté terre-à-terre, en mode vraiment les problèmes de jeunes adultes ? T'as vraiment un échantillon de tout, parce que t'as plusieurs équipes. Hein, donc, je pense qu'ils ont essayé vraiment de prendre un panel de tout le mal-être des jeunes adolescents, des jeunes travailleurs aussi. Et ça a l'air vraiment intéressant, justement, dans ce genre-là, qui, moi je trouve souvent que le shonen a un côté un petit peu trop allez les gars, ouais, l'espoir et tout, et du coup de le mettre dans défaites, et c'est ça, je trouve que le mettre dans ce contexte, parce qu'on le voit dans le trailer en mode ma vie est foutue et tout, mais de le mettre dans ce contexte presque un peu trop réaliste, je trouve. Alors que c'est vraiment justement, il y a Mouscatmousse qui nous demande est-ce que c'est réaliste ou c'est exagéré ? Non, c'est comme très Prince, réaliste. C'est réaliste, c'est vraiment réaliste. Alors c'est réaliste, sauf que le mec, le petit génie, il a une sorte de super pouvoir quand même. Alors c'est pas en soi, c'est pas un super pouvoir, il peut lire le jeu de l'adversaire et anticiper ce qu'il va faire. Quoi. C'est un nom spécifique. L'anticipation. Non, la lecture du corporel en fait. C'est vraiment s'il va se tourner vers la droite, c'est un mentaliste quoi. Ouais. Voilà, grosso modo, vraiment c'est ça. Le mentaliste du badminton. C'est le petit côté mais c'est pas du tout un pouvoir magique quoi, parce que les gens qui l'ont vraiment quoi. C'est un génie du badminton quoi. Voilà, t'as ta réponse, Mouscasmos. Et toi, Corentin, ça te dit ou alors t'es tu le vends très bien, mais je pense pas que c'est ma cam. Je pense pas être le public et je pense que ça va me passer très au-dessus de la tête. Mais je pensais pas du tout l'être et je me suis tapé tous les... Enfin, je me suis tapé tous les épisodes quoi. J'avais hâte de voir la suite quoi. Après, c'est pas long, c'est 12 épisodes, poum poum dans la caisse, c'est réglé. Ouais. Il n'y a pas de saison 2 ou quoi, c'est pas un truc où tu te lances et tu sais que t'es parti sur les 24 saisons. Non, okay. Après, ça c'est un gros point positif. Je dis pas, dans le futur peut-être que, mais là pour l'instant. Il y a une conclusion quoi. Voilà, ok, voilà. Ça c'est bien. Ah, c'est cool, donc 12 épisodes, ça se termine et tout. Voilà, ça pourrait blister un autre joueur et on pourrait repartir. Dites-nous en commentaire de la vidéo YouTube si vous avez été intéressé, si vous avez regardé et si vous avez aimé Salaryman Club. Club, ouais, tout à fait. Parce qu'il y a deux noms quoi, pour le truc. Et on va continuer dans l'univers de pas du tout du badminton.
avec Catherine. Catherine, puisque je t'ai rencontré justement à la Galerie Non Peut-être, ici, et tu as commencé à me parler de ton projet de stickers. Et là, je me suis dit, mais il faut absolument t'inviter dans l'œil carnivore parce que, ok, alors les stickers, c'est quoi ? C'est en français, c'est les autocollants qu'on voit un peu partout. D'ailleurs, il faut que j'en fasse pour l'œil carnivore. Ça, c'est une chose. Parce que ça, on ne la voit pas partout. On l'a pas vu partout encore. Non, mais je pense qu'il faut coller toute la ville. Il y a beaucoup d'autocollants de podcasts, donc ça ne m'étonne pas du tout que ce soit en projet. Bah, tout à fait. Et l'idée, donc, c'est... tu viens de sortir des études et tu as... comment dire comme projet de faire un long métrage documentaire sur justement l'univers de ces stickers. C'est ça. Plus précisément, les stickers ou autocollants en français dans la rue et les espaces publics. Voilà. Donc pourquoi on affiche tous ces trucs-là ? Et là, pour l'instant, tu es en train en pré-production d'un pilote, histoire de vendre le projet. Donc ça, c'est déjà assez intéressant. C'est comment, quand on sort des études, on arrive à faire son long métrage. Ah bah comme on peut, hein. Comme on peut, exactement. Ça, c'est le principe. Et donc l'idée derrière, c'est de comment dire, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu des stickers. D'abord, comment t'en es arrivé là ? C'est quoi le déclic pour se dire je vais parler de ça ? Forcément, étudiante, beaucoup de comment dire, de trajets pour aller jusqu'à l'école, etc. Et donc forcément, comme beaucoup de monde, je pense, en me baladant dans la rue et tout, il y a un moment donné où on fait pas trop attention quand on se balade parce qu'on est en mode automatique, mais il y a un moment où on se dit ah, il y a un peu de couleur dans le gris de la rue qui attire notre regard, on se dit ah, il y a un stickers. Et je pense que comme beaucoup de gens au début, on les ignore, on fait pas attention. Et puis moi j'ai commencé à regarder parce que je me disais c'est marrant parce que chaque petit morceau de stickers qui est accroché à un panneau, à un feu rouge, etc. C'est un être humain qui s'est levé le matin, qui a conceptualisé une image, qui l'a imprimée, qui s'est baladé avec, qui l'a posée. Je me suis dit, c'est intéressant aussi de juste regarder, de se dire, tiens, je vais prêter attention à cette action qui a été mise dans l'espace public, donc qui a été mise pour que moi, le Quidam en général, prête attention. Et donc j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à me dire tiens, c'est marrant, il y en a qui reviennent, il y en a qui ont des formes qui... Tiens, c'est marrant, c'est pas le même truc qui est écrit, mais c'est le même stickers de base. Et puis finalement, quand j'ai voulu me lancer dans un documentaire, je me suis dit, les stickers, c'est intéressant. J'ai commencé à creuser. D'abord, comme beaucoup de gens, Internet, on fait des petites recherches et tout. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai commencé à sortir avec mon appareil photo pour essayer de les retrouver. Il y en a beaucoup que j'ai retrouvés sur Instagram, des gens qui laissent leur nom, etc. Et puis au fil aiguille, je me suis dit, non, il y a vraiment un truc parce que derrière ce qui fait partie de presque notre quotidien, il y a tellement de... je dis souvent, c'est la petite et la grande histoire, c'est-à-dire qu'on a bien sûr la naissance de l'autocollant avec toute la sphère new-yorkaise, la sphère hip-hop, tout le monde du graffiti, etc., qui finalement après s'est baladé un peu partout dans... Donc là, tu veux dire que le début des autocollants, c'est ça ou je suppose que ça existait avant. Oui, on peut remonter jusqu'à les premiers collages. Donc dès le moment où on avait du papier et de la colle, l'autocollant, lui, forcément, remonte encore, puisque quand je parle de la sphère new-yorkaise, c'est vraiment à ce moment-là où il y a eu toute cette utilisation de l'autocollant qui est particulière. Mais ce que je veux dire... La même époque que le graffiti est apparu aussi ? En gros, dans le truc autocollant, espace public et tout, il y a vraiment un moment où la sphère graffiti a vraiment commencé à utiliser l'autocollant pour le côté artistique, mais aussi pour le côté revendication sociale, etc. Et du coup, forcément, beaucoup des autocollants qu'on voit aujourd'hui, y compris en Europe, en Belgique, ont toute cette influence américaine, graffiti, etc. Mais ça aussi, c'est intéressant, c'est parce que même les gens qui vont poser des autocollants en réutilisant un peu les codes américains vont pas forcément se dire « Ah bah oui, bien sûr, je suis directement héritier de cette histoire. Il y a des gens qui l'utilisent pour le style, parce que c'est cool et tout, ça aussi, c'est intéressant. Mais là, je parle de la sphère graffiti et tout, mais comme tu le dis, tu disais tu voulais mettre des autocollants... Enfin, je sais pas si dans la rue ou pas, bien sûr. Ah bah après, moi, je les distribue, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. C'est ça. Mais il y a plein, et c'est ça aussi que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a plein d'autocollants de plein de communautés différentes. Il y a plein, du coup, les tatoueurs, par exemple, j'étais étonnée, je me suis dit, je pensais pas que
les tatoueurs auraient autant d'autocollants. En même temps, il y a un côté, il y a une filiation entre le graphe, les tatoueurs et finalement l'occupation de la rue, l'occupation du corps. C'est ça, en fait, il y a plein de gens qui sont dans le tatouage qui viennent du graffiti et inversement des gens qui viennent du graffiti qui après se disent... Bon, je me suis emmêlé les pinceaux, mais bref, vice-versa. Oui, vice-versa. Est-ce que le sticker, finalement, ça serait pas une sorte de carte de visite donnée au monde, en fait? Je donne ma carte de visite, mais je la donne sur un poteau, sur une poubelle, sur un truc électrique, en disant, regardez, je suis un tel, voyez qui je suis. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tous les gens qui mettent les autocollants ne le mettent pas pour les mêmes raisons, bien sûr. Par exemple, il y a des gens dont les autocollants, comme tu dis, c'est vraiment la carte de visite. Et du coup, presque, l'autocollant est secondaire dans leur art. Et puis des gens qui vont vraiment se concentrer sur l'autocollant et disent « Ah non, moi j'ai vraiment un projet au niveau de mes autocollants. » Donc ça aussi, c'est ce qui est intéressant avec l'autocollant. D'occupation d'espace public, en fait, dans ces cas-là. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que du coup, forcément, il y a toutes les communautés. Il y a la musique, bien sûr. Il y a beaucoup de métalleux, le hip-hop, le rap... plein de genres musicaux. Il y a aussi plein d'autocollants politiques. Ça aussi, c'est tout un sujet à part parce que forcément, on a plusieurs mouvances politiques qui vont avoir leurs stickers et qui vont du coup être dans des combats de stickers où on retire les stickers d'un groupe, où on recolle dessus. Et il y a des batailles de stickers. Oui, il y en a, mais ça dépend. En fait, ça dépend de qui, entre guillemets, domine, a le plus d'influence dans la rue. Parce que forcément, selon l'endroit où on est, c'est pas, on n'est pas forcément le gagnant. Moi, j'ai une bête question, mais est-ce qu'on peut coller son sticker n'importe où dans la rue? Alors non, justement. Oui, légalement. Ça aussi, c'est... That's the point. Alors là, on voit une photo que j'ai prise d'ailleurs, où j'ai dit, tiens, j'ai trouvé un nid de stickers pour Catherine. L'idée, effectivement, c'est de montrer, là, il y a plein de variétés différentes. C'est ça qui est rigolo. Il n'y a pas juste des stickers ronds, des carrés, des machins. Il y en a même qui sont sur différentes formes. Ah oui, mais est-ce que typiquement, je sais pas, on colle un œil carnivore quelque part, est-ce que je peux me faire attaquer ou pas? C'est en fait. Oui, me dit Baudouin. Coller des stickers est illégal. Pour avoir discuté, le collage public est forcément pas légal parce que sinon, c'est aussi tout le débat avec les stickers, c'est que forcément les gens qui collent, ils vont être en mode moi je fais ça pour des raisons positives, je vais apporter un peu de bonheur, je vais apporter un peu de couleur, ou des gens qui disent moi je le fais égoïstement mais je vois pas le mal, etc. Et du coup, de façon légale, c'est parfaitement illégal. Mais de l'autre, par exemple, on peut avoir des gens qui vont mettre des stickers de haine. Et bien si, entre guillemets, quelqu'un peut mettre un sticker, alors tout le monde peut mettre un sticker. Et ça aussi, c'est un autre débat qu'on peut avoir des stickers, c'est que le fameux la liberté des uns s'arrête ou la liberté des autres commence, tout ça. Et c'est ça aussi un autre truc qui est très intéressant avec les stickers, c'est que la rue, c'est le terrain de jeu de tout le monde, mais du coup, quelqu'un qui colle un sticker, lui-même, il est confronté aux autres qui peuvent l'arracher, dire moi je suis pas d'accord, j'arrache, ou de l'autre le valider et le laisser là sans rien faire. Donc la rue est aussi la rue. On va dire les gens qui s'y promènent sont un peu légers. C'est toujours un peu amusant. Enfin, je sais pas si vous avez déjà testé, parce que bon, évidemment. J'ai fait des stickers, comme beaucoup de gens, entre autres pour le air guitar, et je me suis amusé à un moment donné à aller les coller à des endroits pour voir un petit peu combien de temps ils allaient rester, est-ce qu'on allait coller quelque chose au-dessus, est-ce qu'ils allaient être juste arracher, ou voilà. Et c'est assez amusant parce que je vois des quartiers vraiment où ils sont restés très longtemps, qui étaient plutôt des quartiers résidentiels et où je m'attendais à ce que justement un peu les gens précieux n'aiment pas qu'on aille dégueulasser leur rue. Et à côté de ça, il y a des endroits plus populaires où j'ai été les mettre, plus vivants, où ils sont nettoyés et enlevés 3 jours après. C'est peut-être donc, les institutions qui le font. C'est ça. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça raconte beaucoup de choses sur le lieu en fait où se trouve le sticker aussi. Donc oui, puis il faut pas oublier, c'est quelque part, tu disais, c'est une initiative individuelle. Alors après, sans doute, il y a des groupes qui le font aussi de manière synchronisée. Mais on voit aussi que quelque part, on a des stickers géants un peu partout dans la ville qui sont eux légaux, qui nous polluent de manière. Mais ça aussi, c'est la question. Les pubs, pour ceux qui n'ont pas compris. Oui, bien sûr. Mais ils payent pour. Oui, mais ils payent qui pour? J'adore Alizé Decaux, moi. Mais ça aussi, c'est un truc qui est très intéressant parce que forcément,
le but de mon documentaire, c'est de parler des stickers, de parler des communautés derrière, mais le but aussi, c'est de parler aussi de notre rapport à la rue, c'est-à-dire que la question de la liberté, la question aussi de finalement la place de l'individu dans la rue, parce que dans la rue post-industrialisée, il y a cette espèce parfois de sentiment où l'individu a la pression de ne plus vraiment trouver sa place dans la rue et qu'il n'est que un pion parmi tant d'autres. Donc il y a aussi des gens qui collent pour se réapproprier la rue, c'est un terme qui revient beaucoup. Revendication, quoi. Et forcément, la question de la publicité est aussi une question intéressante parce qu'il y a beaucoup d'autocollants publicitaires. Alors il y a des autocollants de podcasts, il y en a beaucoup, de la musique, beaucoup de publicité, avec même ce qui est toujours drôle, c'est de voir des autocollants avec des QR codes, c'est-à-dire que on attend un feu rouge, il y a quelqu'un qui a posé un autocollant et on se dit ah bah là je sors mon téléphone, je le mets sur les stickers. Hop, je me chope un virus. C'est clair qu'il faut être courageux. Mais je veux dire, j'imagine que quand on... Fuite de données. Oh. c'est très rapide. Mais du coup... Vous venez d'être débité de 500 €. En théorie, dans un monde très, très sympathique où personne ne veut voler vos données, bien sûr. Du coup, mais c'est génial, oui, tu peux découvrir tout un univers. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui mettent leur Instagram aussi. Donc, il y a cette volonté, entre guillemets, de se connecter ou de faire la pub. Et du coup, forcément, on peut se demander, tiens, les gens, des petits groupes, des petites entreprises, on va dire, mais pas vraiment entreprises, peuvent faire leur pub, mais forcément, ils n'auraient pas les moyens d'acheter un encart et de se mettre en face d'autres pubs que je ne citerai pas, bien sûr. Et du coup, mais la pub, elle est payée et contrôlée, là où il n'y a pas de contrôle pour les stickers. Donc vraiment, c'est aussi intéressant aussi de se poser finalement la question de est-ce que entre quelqu'un qui met un stickers et moi j'ai pas choisi qu'il le mette, mais que la commune ait validé une pub pour un fast-food, oui. Finalement ils ont payé, j'ai pas pu choisir, les deux images sont entre guillemets imposées. Ça aussi c'est tout un débat qu'on peut se poser et c'est justement la question, on va dire même du street art, tout l'affichage public de manière générale, mais j'aime beaucoup le médium du stickers. J'aime bien le fait que ce soit... Parce que du coup, le titre du projet, c'est Prêt à coller. Bien sûr, petit jeu de mots avec prêt à porter, j'aime beaucoup les jeux de mots. Mais du coup, c'est un petit médium qui gagne à être extrêmement peu cher à fabriquer, parce qu'on peut le faire en très grande quantité pour vraiment rien par rapport à d'autres trucs. Une fois qu'on a un dessin, on l'imprime, on n'a pas besoin de le refaire à chaque fois. Très facile à transporter, ça se distribue comme des petits pains. Et finalement, on l'a dans sa poche, on se balade, hop, on le colle, ça prend moins d'une seconde, alors que si on fait un graffiti, là, il faut sortir les trucs et tout, c'est très risqué. Mais finalement, toute cette facilité de distribution, c'est aussi la facilité d'être arraché, c'est la facilité d'être dégradé, la pluie, le mauvais temps, etc. Donc... Ouais, ça dépend du sticker. Il y a des bons stickers. Ah oui, bien sûr. Il y a le bon sticker, c'est le mauvais sticker. Ah oui, le sticker, c'est là où il y a un petit préau, comme ça, t'es sûr qu'il est bien protégé. En fonction du truc, mais je trouve intéressant, c'est que du coup, finalement, l'objet en lui-même est intéressant pour son caractère, on va dire éphémère, mais comme tu le dis, ça dépend du sticker. Mais le caractère très rapide. Éphémère, aussi. Oui, c'est intéressant. Ben oui, comme sur la photo, d'ailleurs, on voit qu'il y a un truc. Je vois le mot festival, donc il y a beaucoup aussi de stickers liés à de l'événementiel, avec des stickers du style on fait une manif, telle date, telle heure. C'est pratique avec le stickers. Oui, c'est vrai. On le fait un week-end, lundi, on a collé ça dans toute la ville, et si on l'arrache dans 3 jours, on s'en fiche. C'est pas grave. Eh ben chouette. En tout cas, moi, tu m'as éveillé la curiosité sur les stickers. Je vais regarder plus. Ah bien sûr. Moi, j'invite les gens à regarder, ne serait-ce que pour se rendre compte qu'on a beaucoup plus qu'on croit. On a aussi un animateur sur Radio Panique qui fait l'émission Prog, Cyril, qui lui diffuse le love, les stickers de love dans le monde entier. D'accord. Il diffuse le love et via des stickers. Voilà. Mais il a reçu une amende. Salé l'amende, salé. On l'invitera à la prochaine pour un droit de réponse. Quelque chose comme ça, une centaine d'euros. Une centaine d'euros. Ouais, ah oui, ça peut monter. Ça Pourtant, il a porté l'amour. Il a porté l'amour. Mais oui, c'est comme ça. L'amour, ça paye pas les factures. Voilà.
Et toi, tu disais, Corentin, que tu connaissais quelqu'un qui faisait un festival à Bruxelles. Je pense pas que ce soit lui qui organise, mais je sais qu'il partage beaucoup. Il a un compte où il partage ses stickers, et je sais qu'il y avait un jour, il a partagé sur le festival du stickers qui était à Flaget, si je dis pas de bêtises, des places de Bruxelles. Voilà, dans un petit. Il y a 4 ans oh non, il y a moins que ça, je pense. Il y a un ou 2 ans, il y a peut-être 2 ans, mais je pense que c'est récurrent. Et du coup, la vitrine de ce bar, je sais que quand il repartage des photos, tu vois pas à travers parce qu'elle est remplie de stickers. C'est vrai que les bars sont une grosse plateforme de stickers. Les toilettes de bar, c'est le rendez-vous. Ou les backstage de salles de concert ou des trucs comme ça. Je pense qu'on parle de l'affichage urbain des stickers, mais les stickers, ils ont une place qui va bien au-delà de l'affichage urbain. Sûr. Il y a de la collectionnite aiguë de stickers. Il y a aussi sur les ordis, il y a beaucoup de gens qui mettent des stickers sur les ordis, sur tous les endroits où j'ai sur les voitures aussi, t'as plein de trucs. Où j'ai été mixé, on m'a remis un autocollant sur mon flaquet, j'ai collé l'autocollant. Ouais, c'est ça. Mixé, mais je dis, moi, l'objet, je le trouve fascinant aussi pour la diversité. Alors là, c'est vrai que j'ai choisi la rue parce que je trouve que c'est vachement intéressant, mais dans les trucs de musique, dans les trucs de tatouage et de musique, ils ont les petites boîtes là, les petites box où ils collent comme ça. Michel est passé, hop, il met son truc. C'est le petit souvenir aussi. Bref, je ne vais pas m'étaler, mais vraiment très très bien. Eh bien, en tout cas, dites-nous si vous aussi vous collez des stickers. Hein. N'hésitez pas à partager votre. Dites-nous publiquement si vous faites des choses illégales. On ne vous dénoncera pas. Non, on vous dénoncera pas. N'hésitez pas à mettre votre adresse. Et dites aussi si vous voulez des stickers sur les carnivores, pour coller un peu partout, pour j'allais dire pour Noël, mais c'est trop tard. Non, bien sûr, ne collez pas ça dans la rue, bien sûr. Voilà, c'est un long projet qu'on va monter. On va faire un Tipeee. Voilà, un Tipeee stickers. Ah oui, parce qu'on ne peut pas être peut-être. Donc là, on en a plein. À propos, là. Il y en a plein. Fantastique. Bon, je sais à qui m'adresser pour avoir des stickers. Voilà. Ok, merci beaucoup Catherine. Alors il faut savoir aussi que c'est une grande passionnée de Bruce Lee, donc peut-être que tu reviendras nous en parler un de ces quatre. Avec grand plaisir. J'ai saoulé tous mes proches, donc il ne reste plus qu'ici. Voilà, exactement. Donc dites-nous aussi en commentaire si vous voulez voir, connaître plein de choses sur Bruce Lee, parce qu'elle en connaît plein. Ça, c'est chouette. Et on va continuer avec Baudouin. Baudouin que malheureusement vous n'avez pas, ou alors c'est ce que tu veux venir là. Est-ce que tu veux que je change ? Ouais, on peut changer. Ouais, on peut changer. Allez. Hop. Alors, Baudouin, tu m'as dit, j'ai pris des nouvelles résolutions pour 2025. C'est pas has-been les résolutions Non. Alors, mes nouvelles révolutions. Vous savez, ces promesses qu'on se fait en début d'année pour être une meilleure version de soi-même. Moi, j'ai décidé qu'en 2025, je n'arrêterai pas de fumer. Pourquoi ? Parce que je tiens à ma stabilité mentale, ou du moins ce qu'il en reste. Et pourtant, même sans changer mes habitudes, on dirait que la tension me poursuit. Prenez l'épisode du tram tout à l'heure. Je suis là, tranquille, et la personne en face de moi me demande « Excusez-moi, monsieur, vous auriez l'heure ?» Alors moi, dans ma grande sagesse, je réponds « Oui, et vous ?» Bon, évidemment, la conversation n'a pas vraiment continué. Mais dans ma tête, c'était une autre histoire. Shoryuken, Tatsumaki, Senpukyaku, premier round gagné. Et me voilà en pleine montée d'adrénaline, prêt à en découdre. Sauf que voilà, cette montée d'énergie, ce n'est pas celle d'un grand champion zen qui maîtrise tout. Non, c'est ce que j'appelle la montée de poison, cette tension, ce feu intérieur qui te fait partir au quart de tour pour un « avez-vous l'heure ?» et qui se transforme chaque journée en combat virtuel. Et c'est là que je me rends compte, arrêter ou continuer, fumer ou pas, le poison est toujours là, il ne disparaît jamais. Il circule, il monte, il descend, c'est lui qui transforme un simple trajet en tram en tournoi mondial. Et soyons honnêtes, ce poison-là, c'est ce qui me tient debout, c'est ce qui me fait tenir debout. C'est ce qui me fait avancer un petit peu. Alors non, je n'ai pas arrêté, mais je sais que ce poison, c'est un carburant à manier avec précaution, parce qu'il peut soit te faire briller, soit te faire exploser. Et moi, dans tout ça, je ne suis pas tendu. Non, je suis pas tendu. Je suis intensément vivant. Mais la prochaine fois, peut-être que je laisserai le round du tram à quelqu'un d'autre. Qui sait, ça pourra m'économiser une clope. Waouh. Merci. Ah non, mais tu peux rester là. Ceci, c'est ça ? Et justement, pour cette petite chronique, je vous propose une artiste belge de 23 ans qui s'appelle Nella et qui a sorti récemment le titre « Montée de poison ». Encore une fois roulé
me soulager, même si parfois j'ai l'impression que ça alimente mon anxiété en une seule montée de poison. À quoi bon mentir quand je disais que je voulais arrêter? Je ne vais pas me contredire en continuant de m'enfumer. À quoi bon mentir quand je disais que je voulais arrêter? Ça ne sert à rien de souffrir, mais j'avoue que j'ai essayé. Subissant le déni, quand toute ma chambre est enfumée, est-ce que je vis ma vie ou je ne fais que la regarder? Quand la nuit tombée, le soleil couché, je me consume entre ses draps. J'ai beau assumer, j'ai beau me cacher, en vérité ça ne concerne que moi. Aujourd'hui encore, même en désaccord, j'avoue c'est un tort de ne se fier qu'à moi. Et pourtant à tort, sous tous les accords, j'assume encore que j'adore ça. Et j'ai besoin de ça pour me soulager, même si parfois j'ai l'impression que ça alimente mon anxiété en une seule montée de poison. À quoi bon mentir quand je disais que je voulais arrêter? Je ne peux pas me contredire en continuant de m'enfumer. À quoi bon mentir quand je disais que je voulais arrêter? Ça ne sert à rien de souffrir, et j'avoue que j'ai essayé. Elle s'appelle Nella. Nella, 23 ans, qui mêle sensibilité et créativité et audace musicale. Elle a été inspirée comme des icônes comme David Bowie, Nina Simone, Billie Eilish, Michael Jackson. Elle crée une petite popote unique entre rétro et moderne, et comme vous l'avez entendu, sa voix singulière aussi entre grave profond et aigu délicat. Voilà, une artiste à suivre en tout cas. Ouais, au niveau de la voix, ça me fait penser aux Brigitte. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, c'est le même type de voix, je trouve. Voilà, qui était rigolo. Tu as sorti Mabens, hein. Oui, Mabens, voilà. Mais je sais pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs. Quels sont devenus? Je sais pas, j'ai dîné avec hier, ça va. Ouais, bien. ça va. Ok. T'as des contacts. Eh ben, merci pour cette découverte. Donc, c'est une artiste bruxelloise. N'hésitez pas, il y a trop peu de vues d'ailleurs. Oui, allez la supporter parce que franchement, c'est vraiment ce type d'artistes qui ont besoin de soutien, comme quand tu as justement des plateformes, parce que j'ai pas envie de dire leur nom, qui ont besoin de 1000 écoutes parce que sinon ils sont virés. Maintenant, donc allez supporter ce genre d'artistes et c'est comme ça que justement ils auront la reconnaissance. Et n'hésitez pas à vous abonner à le Carnivore, j'en profite parce qu'on n'a toujours pas atteint les 500 voilà, mais abonnez-vous, mettez des likes d'ailleurs sur le live YouTube, c'est comme ça que le live remonte, donc n'hésitez pas à mettre des likes. Et merci à Tibabouk pour dire qu'il est corporate. Je sais pas pourquoi tu es corporate, mais c'est comme ça, voilà. C'est pour le t-shirt. Ah oui, le t-shirt, oui, évidemment. Non, mais je suis parti dans l'espace aujourd'hui. J'avais décidé de m'habiller en Pac-Man, mais...
Le costume jaune t'aurait grossi. Alors, je vais passer sans transition à moi. D'ailleurs, j'avais pas dit de quoi j'allais parler aujourd'hui. Je vais vous parler de BD. Je suis revenu avec dans ma besace 2 BD à vous faire découvrir. 2 très chouettes BD. Alors, la première, ça s'appelle La trahison d'Olympe. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout pris ma chronique qui est, Angela, qui est dans mon sac à dos noir. Ouais, normalement, t'as les 2 feuilles de chronique, ouais, dans celle-là. Dans le frigo avec tes lunettes. Oui, c'est presque. Non, c'est presque. C'est pas là ça, c'est vide, en fait. Ça, c'est vide. Alors, elles sont autre part. Il y a des... Voilà, fantastique. Merci de suppléer à mon cerveau malade. Alors, donc, je vais vous parler de 2 BD que j'ai découvertes. Une qui m'a été offerte par ma chère et tendre et une qui m'a été offerte par un ami. On va commencer par La trahison d'Olympe, qui est une BD absolument magnifique. Alors, il faudrait que je mette en plein écran, ça serait plus judicieux. Voilà. Alors, La trahison d'Olympe, c'est une BD de Jean Dalin. Il est scénariste et dessinateur de cette BD. Et Jean Dalin, c'est sa toute première bande dessinée. Il avait par contre déjà participé à différents collectifs, notamment... Il avait fait une micro-BD pour le magazine Métal Hurlant, qui est reparu, si vous ne savez pas, il y a le magazine, alors je crois qu'il doit être semestriel, quelque chose comme ça à mon avis. Le dernier était sur Cthulhu, passionnant. Et donc, il avait été repéré là-dedans, et les éditions Sarbacane lui ont permis de sortir sa première BD, qui s'appelle La trahison d'Olympe. C'est d'abord la première chose quand vous regardez cette BD, alors évidemment là vous pouvez pas le voir à l'écran, et puis en plus si vous êtes à la radio sur le 105.4 de Radio Panique, vous pouvez imaginer, mais c'est déjà un très grand format BD, donc c'est vraiment elle fait 1,5 fois la taille d'une BD normale. La couverture est vraiment magnifique, et pourquoi c'est aussi grand que ça, c'est parce que c'est des planches qui fourmillent de détails, et surtout c'est des énormes planches avec vraiment des fois des doubles pages qui sont absolument magnifiques. Et donc le fait que ça soit déjà une grande BD, c'est vraiment la chose qui frappe le premier, va vraiment rendre hommage au travail de Jean Dalin. Alors l'histoire, elle est assez simple, c'est Marv et Dino, 2 livreurs, qui ont une mission, remettre une mystérieuse lettre en main propre à Olympe Latour, recluse au sommet de l'immense usine de Trétrus. Et ce qui semble être une simple tâche se transforme rapidement en une aventure rocambolesque au cœur d'un labyrinthe administratif aussi absurde que fascinant. Et qu'est-ce que peut bien contenir cette fameuse lettre qu'il transporte ? Est-ce que... Olympe est une inconnue pour Marv, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'il y a toute une histoire qui va lier Marv et Olympe. Voilà, c'est vraiment toutes les questions de l'écriture. Ça, c'est le premier tome. Il y a un 2e tome qui va paraître et qui va clore l'histoire. Et alors, je vais essayer de vous montrer un peu les différentes pages que ça peut montrer. Là, vous pouvez voir déjà des choses qui sont assez magnifiques, avec notamment des couleurs, des détails, plein de... ouais, c'est quelque chose d'assez... Les graphismes sont différents d'une page à l'autre, en fait. Non, c'est pas ça, mais c'est plein d'inventions, en fait. Donc c'est pas juste différent, c'est plein de couleurs, c'est pas différent, mais ça va être des ambiances différentes, ça va être des choses très différentes les unes des autres. Et il faut se dire que c'est vraiment là c'est une double page, donc c'est vraiment dans des formats très grands. Et c'est assez magnifique, l'impression, il y a vraiment un travail d'impression là-dessus qui est fantastique. Et surtout, comme c'est très grand et en fait le dessin est très fourmi de détails, il y a plein de choses à découvrir, plein de petites choses dans les coins, etc. C'est ça qui est aussi fabuleux. Ça veut dire, on va lire l'histoire et puis après on va revenir dessus pour regarder des planches et pour découvrir en fait plein de choses cachées qu'on n'avait pas vues au début. Donc, et c'est pas juste un bel objet, parce que c'est vraiment une histoire drôle.
parce qu'il y a pas mal d'humour dedans, et assez touchante au final. Et malgré le fait que ça a l'air un peu... parce que là, ce que vous regardez, ça a l'air... plein de détails, etc. On n'est pas perdu dans l'histoire. Ça veut dire vraiment, on arrive à la suivre, l'histoire est intéressante et on suit vraiment le déroulé de l'histoire sans trop de problèmes. Le grand paysage, ce que t'as mis, je trouve qu'il y a un côté un peu Le Roi et l'Oiseau. Oui, un petit peu, ouais. Fou. Un peu moins. Alors, Le Roi et l'Oiseau était plus sobre au niveau des détails, mais par contre, au niveau du côté majestueux et énorme du château, etc., oui, il y a ça. De toute façon, ils vont arpenter une tour, en fait, qui est une tour-usine, où dans chaque étage, il y a une ambiance différente, avec une hiérarchie différente, parce que, en fait, à travers l'histoire, on va affronter quelques... questionnement, on va dire, parce que c'est pas non plus... notamment sur l'éthique scientifique, sur la hiérarchie, la bureaucratie plutôt que la bureautique, ou bêtement même la recherche du profit. Est-ce qu'il faut absolument, lorsqu'on découvre quelque chose, est-ce qu'il faut en tirer du profit, en fait, ou est-ce que il faut le laisser à la communauté parce que c'est ça qui est le mieux à faire, ou même des fois, il vaut mieux cacher ce qu'on a découvert parce que ça ferait trop de mal ou ça déstabiliserait trop de trucs, quoi. Donc, c'est assez intéressant, voilà. Donc, et donc, ça fait que la forme et le fond sont pas mal en adéquation, finalement. Et vraiment, c'est pas juste un bel album, etc. Il y a vraiment... tout fonctionne bien. L'histoire et la forme marchent bien ensemble, quoi. Et donc, c'est vraiment un super boulot d'édition fait par la maison d'édition Sarbacane. Alors... J'ai un ami qui travaille pour une autre maison d'édition qui m'a dit Sarbacane, c'est vachement bien parce qu'ils arrivent à trouver les bons auteurs, alors faire signer les premiers albums, puis après, nous, on les pique. Ce qui est un peu dégueulasse. Mais en tout cas... tu ne nommeras pas la maison d'édition en question? Non, je ne nommerai pas. Mais allez regarder ça en librairie, allez le feuilleter, ne serait-ce parce que c'est un très bel objet. Et puis, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à l'acheter parce que... voilà, ça permettra d'être sûr qu'il y a un tome 2. Je pense qu'a priori, il devrait y en avoir un deuxième vu la qualité. Je pense que voilà, mais on n'est jamais sûr au niveau de l'édition, c'est toujours compliqué. Et en tout cas, vous aurez un bel objet, une belle histoire. Et j'ai hâte d'avoir la suite, surtout que la fin se termine sur un bon cliffhanger. Donc, je veux avoir la suite. Voilà. Voilà. En gros, ça, c'était La Trahison d'Olympe de Jean Dalin aux éditions... Sarbacane, voilà. Ça donne envie en tout cas. Ouais. Et je vais vous parler aussi de Mitsuo. Mitsuo, c'est une bande dessinée aux éditions Lombard, réalisée par Jérôme Hamon au scénario et DJ au dessin. Alors, Jérôme Hamon, moi je connaissais pas trop ce qu'il avait fait, mais il a publié notamment, il est assez connu pour Green Class, qui est une série de BD. Et DJ, par contre, moi j'avais vu son travail sur la boîte à musique, parce que ma fille était tombée dessus et avait beaucoup aimé, donc les avait lus, etc. C'est le même style de dessin, voilà. Alors, le principe de Mitsuo. Le principe de Mitsuo, c'est... Alors, je vais vous lire le synopsis tel qu'il est fourni. À bientôt 8 ans, Sacha refuse de vivre parmi les siens. Lui, son monde, c'est celui de Mitsuo, un explorateur intergalactique à la recherche de la planète Neolia et en lutte contre l'empire neuro-atypique. Il est réorienté pour la 4e fois vers le terrible centre des Augustins. Mais sa mère, Emma, refuse de le voir normalisé à coups de médicaments. Alors, pour fuir l'empire, elle emmène Sacha à la campagne. Là-bas, peut-être trouveront-ils Neolia ensemble. Alors, moi, en tant que geek, alors, la définition de geek, elle est très large, chacun a son, etc. Mais pour moi, les geeks, c'est des arpenteurs de l'imaginaire. C'est des gens qui aiment l'imaginaire et l'arpente, que ce soit sous forme de... Pas de limite, quoi. Aucune limite dans l'imagination. Oui, voilà, mais que ce soit sous forme de bouquins, de romans, de films, etc. Voilà, et on a gardé quelque part un peu notre âme d'enfant. Ça doit être ça qui doit nous lier quelque part, et notre possibilité d'aimer même les trucs pour gamins, etc. Quoi. Il y a vraiment, il y a toutes
cet univers-là qui nous parle vraiment. C'est pour ça qu'on est capable encore de jouer aux jeux de société, aux jeux de rôle, à regarder Conan, etc. Bon, voilà. Et franchement, cette BD m'a beaucoup parlé. Pourquoi ? Parce que c'est un gamin qui est dans son monde imaginaire. Alors évidemment, on voit bien qu'il y a un problème. Alors est-ce que c'est autistique ou pas ? On ne sait pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa mère va essayer de rejoindre son univers. Et en fait, là, tout d'un coup, la frontière entre la réalité et l'imaginaire, en fait, va se brouiller. Elle va se brouiller au niveau du dessin. Alors là, je peux vous montrer, par exemple, une des images où on les voit dans le monde imaginaire. Wow. Ouais, c'est des belles images. Hein. Franchement, DJ est assez doué à ce niveau-là pour bien évoquer les choses. On voit, alors je sais pas si vous vous rendez trop compte là, mais on voit là le dessin où il imagine la cabane dans l'arbre. Et ben c'est le vaisseau, son vaisseau intergalactique, etc. Non, ça n'a rien à voir. Mais on n'est pas si loin que ça. Il était tout près. Il était prêt. On n'est pas si loin que ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que justement cette limite entre l'imaginaire et la réalité, en tout cas dans le tome 1, parce que c'est pareil, c'est une histoire en 2 tomes. Hein, le prochain tome sera à paraître, je ne sais pas quand exactement encore. Il vient de paraître, hein, celui-là. Donc, pareil, hein, la trahison d'Olympe aussi est sortie en septembre et lui, il est sorti en décembre, hein, je crois, Mitsuo. Le Mitsuo, on ne sait pas, à la fin du livre, on ne sait pas si finalement, si on ne va pas partir sur un récit d'imaginaire et de science-fiction, ou est-ce qu'on va rester dans la réalité, on ne sait pas, en fait, justement, cette limite. Et la mère se prend au jeu, justement, et donc, alors la mère et d'autres personnages. Donc voilà, on est sur quelque chose, on ne sait pas vers quoi ça va aller. Peut-être que finalement, ce gamin, il a raison et qu'on fait partie d'un empire galactique et que... Est-ce que c'est brouillé, enfin, ces pistes sont brouillées au point que toi-même, tu te poses la question, tu hésites ? Oui, tu sais pas au final si ce qu'ils font est la réalité ou pas, en fait. Okay. Voilà, et c'est ça qui est assez chouette, sachant que derrière, parce que là, on a parlé de... Là, le tome, il est sur la mer. Et c'est le rapport à la mère, mais le deuxième tome sera le père par rapport à l'enfant, quoi. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment, c'est une très chouette BD. Moi, elle a vraiment... elle m'a parlé. Je me suis retrouvé quelque part. Alors, je suis pas autiste évidemment, mais je me suis retrouvé dans cet enfant qui avait envie de ne pas. Oui, j'en sais peut-être. En fait, je suis pas du tout en train de vous parler. On est dans la Matrix. Je suis dans la Matrix. T'as pris quelle pilule ? La jaune. Et donc, mais voilà, donc allez-y, c'est vraiment chouette, j'ai envie de voir la suite. Et puis voilà, c'est vraiment voilà, c'est du bon avec Carnivore Approuve, que ça soit Mitsu ou la trahison d'Olympe. Allez-y, mangez, c'est du bon. Voilà. Sans modération. Je vais dire que je pense que ces maisons d'édition devraient t'engager parce que tu vends vachement bien cette cam. Peut-être, je cherche du boulot là. Allez-y. Allez-y. En tout cas, voilà, c'était l'instant BD. Et on va continuer à l'instant enfance, Goonies et autres joyeusetés Star Warsiennes avec toi, Corentin. Est-ce que tu veux qu'on commence avec le trailer ? Je préfère commencer pour un peu vous pitcher, puis on va montrer le trailer. Donc, effectivement, Skeleton Crew, la nouvelle série Star Wars qui est sur Disney+. Et pourquoi j'avais envie d'en parler ? Parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu. Quand on regarde un petit peu le pourcentage de la communauté habituelle qui regarde la série, on a un gros pourcentage, près de 40% des fans habituels qui regardent les séries Star Wars qui ont pas regardé. Alors moi j'y vois plusieurs raisons. Parce que probablement parce que les précédentes n'ont pas marché comme elles voulaient. Je pense que c'est une erreur du public qui a mal jugé. Ouais, attends. Obi-Wan c'était vraiment. Comment a fini Acolyte ? Voilà, Acolyte pour moi c'était un chef-d'œuvre absolu. Ouais. J'ai vu Ahsoka, et beaucoup de gens, et Ahsoka c'est absolument génial aussi. Mais si on n'a pas vu la série Ahsoka. Bref, c'est un gros débat, mais je pense que tout ça, je pense que c'est surtout des choix marketing qui n'ont pas forcément marché, mais si on le regarde d'un point de vue purement qualitatif, c'est des bons produits de cinéma et de divertissement, mais
du coup, ces erreurs de choix ont fait que les gens sont désintéressés. Un peu que la même chose qui s'est passée avec les séries Marvel finalement. Les dernières séries Marvel, il y a beaucoup de gens qui se sont dit non c'est bon, She-Hulk j'ai essayé, le reste bye bye. Et donc du coup, et c'est une grave erreur parce que je pense qu'on est vraiment là sur probablement une des meilleures séries Star Wars qui soit sortie. Et donc pour pitcher rapidement, parce que comme les gens sont très fort désintéressés, on n'a pas forcément été chercher plus loin. Et donc si je vous raconte que c'est l'histoire de 4 enfants qui partent à l'aventure à la recherche d'un trésor de pirates et qui sont poursuivis par des méchants et qui vont essayer de s'en sortir dans un monde dangereux, est-ce qu'on pense à une série Star Wars ? On pense plus à E.T., on pense plus aux Goonies. Quoi, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement 80, ça. On va dire. Et c'est là que je veux vous amener parce que je pense que c'est pas fait par hasard, mais toujours est-il que Lucasfilm, ils ont décidé de faire une bande-annonce, une version de la bande-annonce, version 80s, et je pense qu'elle résume assez bien l'état d'esprit et le feeling. Et si vous êtes un enfant des années 80-90, ça va vous faire des petits guilis où il faut. Si tu arrives à la retrouver. Oui, j'ai retrouvé. Après, il faut que j'arrive à cliquer sur les bons trucs. Oh. Yes, sir. Want to do something exciting? Like what? Join Wim, Fern, KB, Neil, and John. It's me. They call themselves Skeleton Crew. They've stumbled on something legendary, but they're not alone. Follow me and watch where you step. Join the adventure in Skeleton Crew. Premieres Monday, December 2nd at 6 p.m. Pacific on Disney+. Donc, est-ce qu'on n'a pas l'impression de voir la cassette de... Effectivement, il y a un petit côté, au-delà même de l'effet VHS, il y a la voix, il y a l'espèce d'étouffement de la voix d'ailleurs qui était propre au VHS. Ouais. Mais bon, ici, c'est un peu un côté gimmick, mais la série, elle est vraiment comme ça. On retrouve vraiment ça, vraiment le côté émerveillé, le regard de l'enfant. Si vous voyez la série, vous allez vous rendre compte que la caméra est souvent au niveau des enfants. Donc on est souvent sur de la contre-plongée où on va voir les adultes, on va voir le monde de leur point de vue. Donc tout est fait de façon très intéressante. Rapidement, c'est réalisé par John Watts, que vous connaissez probablement plus comme étant le réalisateur de Spider-Man de Tom Holland. Et donc c'est le premier projet qui suit les Spider-Man. Au casting, on a évidemment Jude Law, qui est quand même un nom pas inconnu. On a Nick Frost, je sais pas si vous voyez qui Nick Frost, du duo Simon Pegg, qui va jouer le robot SM-33 et il est parfait dans le rôle. Et on a aussi Kerry Gordon qui a joué dans les Banshees de Ironstein, que j'arrive pas à dire. J'ai pas du tout aimé ce film d'ailleurs. J'ai adoré ce film. Peut-être que c'est un sujet dont on pourrait parler. Mais elle est surtout connue. C'est un film d'horreur, ça non ? Non, pas du tout. C'est en gros un gars. Un jour envoie chier son meilleur copain. En fait. C'est deux amis qui se brouillent et un des deux lui dit je veux plus que tu me parles. Juste tu me parles plus. Mais ils sont sur une île paumée en Irlande et si tu me parles, je vais me couper les doigts. Un par un. Donc voilà, c'est un peu fou comme concept, mais voilà. Bref, on s'égare. Elle est aussi la voix de Friday dans le MCU. Donc c'est la voix qui remplace Jarvis dans l'armure de Iron Man. Probablement pour ça qu'elle se retrouve dans le projet de John Watts. Enfin, peu importe. Donc on a quand même quelques noms assez connus, mais les enfants sont de purs inconnus. Et donc on va suivre Fern, KB, Wim et Neil qui vivent sur une planète qui s'appelle At-Atin, qui est une planète qui est fermée au reste de la galaxie par une espèce de barrière qui leur empêche de communiquer avec l'extérieur. Et c'est pas un secret parce que c'est le pitch. Ils tombent sur un vaisseau qui est enterré, ils rentrent dedans, le vaisseau décolle, arrive à passer à travers cette barrière et les voilà perdus dans l'espace sans connaître l'adresse de comment revenir. Et comme cette barrière empêche de communiquer, ils ne savent pas communiquer avec leur famille. Et c'est pire que les avoir perdus dans le parc. Hein. Ça. Et donc voilà, ils vont partir sur d'autres planètes, rencontrer plein de créatures. Et donc on est vraiment dans un véritable film d'aventure avec des rebondissements, avec du développement de personnages, avec de l'humour quand même malgré tout, des petits frissons de peur quand même quand on se place au niveau des enfants parce qu'il y a des véritables menaces qu'on va révéler tout au long de la série. Et on a quand même quelques guests sympas. On a Alfred Molina, si vous voyez qui c'est, qui fait la voix d'un alien. Et on a aussi Jaleel White. Vous savez qui est Jaleel White ? Le nom ne vous dit rien, mais vous savez tous qui c'est.
c'est moi qui fais ça. Steve Urkel. Voilà, Steve Urkel joue un pirate dans la série. Il a grandi, hein, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Mais donc voilà, donc il y a plein de guests. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de petits Easter eggs, beaucoup de trucs, mais qui ne sont pas du fan service. Enfin, la série ne s'appuie pas que sur du fan service. Elle n'existe pas par rapport à ça, comme ils ont pu le faire dans le Book of Boba Fett, où c'est que du clin d'œil pour les fans, c'est que du clin d'œil, c'est que de la référence, et si t'as pas vu les 250 trucs qui sont sortis et lu tous les livres, tu vas juste rien comprendre ou passer à travers la moitié. Ici, c'est vraiment juste des petits clins d'œil, plutôt culture pop, on va dire, sur des plans, sur des façons de filmer. La série, elle a quand même, donc même s'il y a peu de gens qui regardaient, elle est à 91% sur Rotten Tomatoes. Ce qui est plutôt pas dégueulasse. Par comparaison, justement, Book of Boba Fett, on était à 66%. Ouais, il y a quand même des mecs qui ont mis 66. Hein. Donc voilà, mais ici, effectivement... pour moi, c'est vraiment très bon. Ça peut plaire à tout le monde, aux enfants, aux adultes. Série familiale. C'est vraiment très, très familial. Je pense qu'ils ont visé là-dessus pour justement sortir du contexte. On est là pour les fans. Et alors, je pense que l'autre chose, justement, qui marche vraiment bien, c'est qu'on est sur une série qui ne s'appuie pas sur le lore de la saga Skywalker. On n'a pas besoin de ça. Alors, évidemment, ça parle de Jedi. Évidemment, ça parle de la... Ça se passe à quelle époque, d'ailleurs? Alors, ça se... Je vais pas le dire parce que sinon ça va spoiler un petit peu. Arrière, petit enfant. Dans une galaxie très très lointaine, il y a des millions d'années. Je vais pas vous dire quand ça se passe, mais en tout cas, ça parle de la République. On parle de la République, mais il y a un twist sur ça, etc. Donc voilà, je vais pas développer. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas absolument à avoir besoin d'avoir vu tous les Star Wars, les films, etc. Oui, ça on se peut mange, comprendre, etc. Mais bon, il y a du Jedi, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a tout ce qu'il faut. C'est la première fois qu'on voit vraiment des pirates, à part dans les séries, si vous avez suivi Clone Wars ou ce genre de choses où il y a des pirates, mais c'est la première fois qu'on voit ça en live. Je vous conseille. C'est à partir de quel âge ? C'est une bonne question. Il faut savoir que généralement les séries live sur Disney+ sont déconseillées au moins de 16. Ah ouais. De 12, pardon. De 12, je pense. Oui, alors ça veut dire que familial, pardon. C'est moins de 16. C'est confondu parce que c'était 6 pour les séries animées et 12 pour les adultes. À mon avis, on doit être entre les deux, donc tu vas vérifier tout de suite et nous dire quoi. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est de vraiment aller jusqu'au bout mais même du générique. 12 et plus. Voilà, 12 et plus. Il n'y a pas de post-crédit ou quoi que ce soit, mais c'est juste que le générique fait partie un petit peu de la conclusion de l'histoire et que cette conclusion au travers le générique est vraiment très poétique. Et en gros, pareil, sans spoiler, il n'y a pas de spoil là-dedans, mais en gros, le générique vous dit les enfants font partie maintenant de la légende qui les animait quand ils étaient enfants, les livres qu'ils lisaient, etc. Donc il y a un côté très très poétique. Je vous avoue que le dernier épisode m'a quand même foutu les poils à certains moments, parce qu'il y a un côté vraiment épique, aventure, et on est heureux pour les enfants. Ça reste quand même... feel good parce qu'il n'y a pas de grand drame, il n'y a pas de grand truc, donc vous inquiétez pas. Je pense que 12 ans ils sont très pessimistes. Il est temps de revenir au temps des bisounours, c'est des gros câlins. Mais voilà, en tout cas voilà, moi c'est vraiment ce que je conseille, et ça vaut vraiment la peine de regarder, surtout si on a, comme je disais, un enfant des années 80 ou 90, vous allez vraiment retrouver tout ça. D'accord. Et toi Catherine, t'es friand de ce genre de série ou autre ou Alors moi je dois bien avouer que les dernières séries que j'ai regardées, je crois que The Acolyte, je l'ai pas terminé parce que en fait, la question que je me pose, c'est en termes de format, est-ce qu'on est sur du classique 6 épisodes on est sur 8 épisodes qui ont une moyenne de 40 minutes. C'est ça, le format. Mais ça, le format, je trouve que ça leur dessert parce qu'ils ont tendance à uniformiser tout leur format, et parfois les séries comme Acolyte méritaient beaucoup plus d'épisodes pour être beaucoup plus fluides. Mais là, la manière dont tu le vois, j'ai l'impression que c'est le genre de format où par contre ça pourrait fonctionner. On va dire que c'est pas chaque épisode une planète ou un truc, mais c'est vrai que chaque épisode c'est une nouvelle micro-aventure. C'est un nouvel adversaire, c'est un nouveau défi à relever. Évidemment, il y a toujours des connexions, mais ils vont rencontrer des nouveaux protagonistes, ça va les faire évoluer
dans leur enfance, dans leur relation au monde, parce que eux ils vivent dans une planète fermée où tout va bien, tout fonctionne bien, tout est bien, tout est propre. Il y a une suite de prévue ou Alors officiellement non. Je pense que sur le coup ils ont pris des grosses pincettes pour éviter de finir sur un énorme cliffhanger et si le public n'aime pas, devoir annuler. Et je pense que c'est en termes de stratégie c'est très nul de dire on annule, mais c'est une fin suffisamment ouverte parce qu'il y a quand même des questions auxquelles on n'a pas eu de réponse, donc c'est une fin qui permettrait de faire une suite, mais ce serait pas obligatoire ou nécessaire. D'accord, en tout cas rien n'est annoncé pour le moment. Ça suffit en tant que tel. J'en profite moi pour une série qui est un peu dans le même style, mais par contre qui est animée, qui était Star Trek Prodigy, je ne sais pas si vous l'aviez vu, qui est pareil, en fait c'est une bande de gamins qui se retrouvent à bord d'un vaisseau et puis largués au milieu de nulle part et qui doivent se débrouiller un peu. Oui, tout à fait. Je crois que je me suis arrêté au début de la 2e saison. Il y avait 2 saisons, c'est possible? Ouais, il y avait deux saisons. Sur Prime, non? Alors je sais plus, Netflix ou Prime, je sais plus. Mais c'était assez sympa, moi j'avais bien aimé la première saison, était assez chouette. Franchement, les personnages marchaient bien. Peut-être c'est une manière de renouveler, de retrouver notre âme d'enfant. On en parlait dans Mitsuo et autres. Mais je pense qu'au-delà de nous retrouver notre âme d'enfant, je pense que c'est ce genre de série qui peut créer de nouvelles générations aussi de fans, parce que ça va s'adresser à eux, ça va s'adresser à leur âme d'enfant qu'ils ont encore, et ça peut du coup être une bonne porte d'entrée aussi dans l'univers Star Wars que j'affectionne. Donc moi je suis tout à fait pro ce genre de projet. Tout à fait. Pro Étal Noir. Vous êtes toujours sur le 105.4 de Radio Panique ou sur le Twitch de l'œil carnivore ou sur le YouTube de l'œil carnivore dans le studio? Non, peut-être. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je fais l'homme sandwich et on va terminer. Merci Corentin pour Skeleton Crew. En gros, tu m'as donné envie de le regarder. Ouais, donc, même moi, voilà. alors que j'ai été déçue. Hein. Mais je me souviens que j'ai eu la même chose sur Andorre. Andorre, c'est vraiment parce que plusieurs copains sont arrivés et m'ont dit regarde-le quand même, ça vaut le coup, que finalement j'ai regardé et c'était chouette. Andorre, 96% sur Rotten Tomatoes. Et quel est le point commun? Pas de Skywalker non plus. Oui, peut-être une certaine liberté d'écriture. Donc je pense que ça ouvre des portes que quand on est coincé dans un certain lore, on n'ose peut-être pas trop. Sans doute. Comme The Mandalorian, qui, pas à la fin ils sont partis en couille, mais qu'au début était vraiment la série one shot qu'on pouvait dire à des gens vous avez jamais vu Star Wars, vous pouvez totalement regarder The Mandalorian. À la différence que si tu regardes The Mandalorian et que t'as pas tout vu, il y a quand même 30-40% de références que tu comprends pas. Mais tu t'en fous. Mais ici, t'as vraiment pas besoin de ces références, pas du tout. Vraiment. C'est ça, c'est le côté. T'es plus des références pop culture que Star Wars. Ah oui. Bon alors, sans transition, moi je vais plomber l'ambiance. Oh fou là là. Wow. Alors n'hésitez pas en commentaire de dire si vous avez envie de regarder cette série, si vous l'avez regardée, si vous l'avez aimée, pour essayer de faire en sorte que les gens qui ne sont pas encore décidés le regardent peut-être. Pour aider cette petite entreprise chez Disney. Oui, voilà, d'accord, ok. Non, mais de temps en temps, il y a des trucs pas mal. Oui, non, faut pas exagérer. Voilà. Non, mais je pense que c'est important parce que justement, si on tire à boulet rouges sur des projets, ça donne pas envie forcément de développer d'autres choses et parfois on tire un peu sur. Je pense que The Acolyte, c'est vraiment ça qu'il y a eu un espèce de gros bad buzz sur le truc qui était assez injustifié sur beaucoup de choses et je pense que c'est comme on en parlait tout à l'heure de Batman vs Superman, c'est un truc que il faut revenir dessus, il faut reprendre le temps et il faut pas s'arrêter à la première chose, et il y a eu une grosse vague de haine là-dessus qui a fait qu'il y a eu une annulation, alors que je suis persuadé qu'il fallait faire trust the process. Il y a quelque chose derrière, il y a une idée. Ça, je suis d'accord, parce que autant j'ai trouvé que la première saison était vraiment écrite de façon extrêmement maladroite, et je sais pas s'ils ont été pressés par le temps ou s'il y a des soucis, mais vraiment, quand j'ai entendu qu'ils avaient annulé la saison 2, je me suis dit, c'est con parce que tout le travail était à faire dans la saison 2, parce que vous avez installé un truc, il y a du potentiel, c'est quand même con d'avoir arrêté. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, au-delà que ça soit des grosses majors, etc., c'est un certain nombre d'artistes, scénaristes, etc., qui travaillent dessus. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai tendance à bien taper dessus, The Witcher, par exemple, et je ne comprends pas, parce que des fois, j'ai du mal à imaginer, mais on est toujours plus malins, nous, dans notre canapé, que les gens qui doivent réellement faire les trucs. Et puis, des fois, il y a des petits miracles, donc voilà. Donc, allez, retournons sur notre ambiance de merde. Voilà, j'allais plomber l'ambiance. Je vous propose pour commencer ça. Alors, l'idée, c'est de discuter, pour ceux qui
et qui ne le savent pas, Zuckerberg, le patron de Meta, qui notamment gère Instagram et Facebook, a décidé d'enlever le fact-checking aux États-Unis sur Instagram et Facebook. Et pour lancer le débat, je vous propose de... Alors, ça serait bien qu'il y en ait un de vous d'ailleurs qui aille chercher Julien. Ça serait chouette, comme ça il pourrait participer à la discussion. Voilà. Et donc, mais je vois... de toute façon, Tibabouk nous regarde en fait. Hein. Skeleton Crew, c'est un grand oui. D'accord. Ok. Allez, je plombe l'ambiance et on se retrouve juste après. Voilà. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. Ta gueule, toi! Tu fermes ta gueule, putain! We're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. Meta, la maison mère de Facebook, laisse tomber tous ses objectifs de diversité dans le recrutement, au détriment des femmes et des minorités ethniques. Ordre de Mark Zuckerberg, qui dit redécouvrir les bienfaits de l'énergie masculine par sa pratique des arts martiaux. J'ai pas tué votre chat. T'as tué un chat. Rien. Une culture qui fait la part belle à l'agressivité a ses mérites. J'ai le sentiment que le monde de l'entreprise est devenu culturellement émasculé. Bonjour Mathieu Ricard. Mathieu Ricard. T'es puceau ou pas? Non. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. Ce qui compte dans le mensonge, c'est pas de croire ou de ne pas croire, c'est qu'à la fin, plus personne ne croira en rien. Si on n'a plus aucun repère, on ne fera plus société. La Silicon Valley en ordre de marche, Sam Altman, créateur de ChatGPT, et Tim Cook, PDG d'Apple, vont débourser $1 million chacun pour financer la cérémonie d'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est tiré de Vue, qui est fait par France Télévisions, France 2 pour être exact. Très bonne petite émission, c'est les gens qui faisaient le zapping, avant, qui ont été récupérés par France Télévisions, hein. Voilà, etc. Moi, quand je regarde ça, ça me permet de me tenir un peu au courant de ce qui se passe à la télé, puisque je ne suis pas forcément tout ça. Et au-delà même, j'avais envie de vous montrer cet extrait, parce que généralement, on parle de la modération, on dit, bah oui, le fait qu'il n'y ait plus de fact-checking, c'est un peu ouvrir les portes des enfers, etc. Mais c'est pas seulement ça, c'est que ça sert un propos politique derrière. On le voit là, ce que dit Zuckerberg, c'est pas juste on arrête la modération parce que c'est bien la liberté de parole, etc. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer comme il veut, etc. Il y a un projet politique derrière qui n'est pas négligeable en fait, et qui est vraiment important. Donc moi j'avais envie. Alors d'abord le fact-checking, c'est quoi? Parce que ça existe encore. Pour l'instant c'est juste pour les États-Unis. Pas en Europe, parce que les lois européennes normalement les obligent à modérer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je dis bien normalement parce que franchement il suffit de faire un tour sur X pour se rendre compte que c'est modéré, hein? C'est modéré? Je crois pas. En fait tu payes pour être vu, donc il n'y a plus de modération possible, voilà. Et en gros le fact-checking normalement sur Facebook était géré par des journalistes. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'était des journalistes regardent les différentes informations qui peuvent circuler sur les réseaux et disent, là, ça, c'est, on va dire, je vais simplifier à mort, hein, mais de la fake news, et ça, ok, c'est certifié, ça, c'est quelque chose... alors, la vérité, c'est toujours compliqué mais en tout cas, de valider, vérifier, etc. Alors, d'un certain côté, ça pose un souci. Parce qu'on l'a bien vu d'ailleurs sur le Covid, les seuls trucs qui arrivaient à filtrer étaient finalement la doxa gouvernementale.
Et on sait, suivant les pays où on était, que des fois, les gouvernements, ils avaient intérêt à faire à faire passer tel ou tel message et pas forcément être toujours complètement réglo vis-à-vis de la réalité et de la vérité. Donc, le fact-checking n'est pas, pour moi, une vraie solution, en tout cas, une solution ça a évité pas mal de dérives. C'est quand même... Mais ça a évité pas mal de dérives et surtout, ça permet de se dire, ok, ça c'est le message, on va dire, du gouvernement. Après, il y a des messages qui peuvent être alternatifs, mais au moins, on sait où on se situe, etc. Et effectivement, c'est ce que disait la femme tout à l'heure, c'est que au bout d'un moment, si finalement il n'y a plus de hiérarchie dans l'information, si on ne sait plus qui sont les émetteurs, etc., surtout à l'ère de l'IA, où on peut quand même faire du fake hyper crédible, mais aussi à l'ère de, alors j'aime pas ce mot-là, mais de la post-vérité qui avait été amorcée par Trump à l'époque où finalement il disait, mais il y avait plus de monde à mon investiture qu'à celle d'Obama, ce qui était complètement faux, et il disait oui, mais c'est moi qui le crois, donc c'est la réalité, bah voilà, et alors après, chacun fait ce qu'il pense, mais franchement, le gouvernement français, en tout cas à l'heure actuelle, des fois, a vraiment le même genre, alors le gouvernement... On va dire les macronistes, parce que le gouvernement français, c'est un peu compliqué en ce moment, mais les macronistes ont des fois exactement le même genre de discours qui, par rapport à la réalité, n'a plus vraiment de rapport à la réalité, en fait. C'est compliqué. Et là, on va se retrouver avec des choses qui sont ouvertes. Et surtout, si c'est comme pour X, il suffit de payer, il suffit d'être en meute plus importante, il suffit il y a des tests qui ont été faits là sur X, il suffit de créer un compte et vous suivez juste les recommandations. Et au bout d'un moment, vous sombrez dans un truc... Mais moi, ce qui me fait un peu peur, tu vois, c'est que dans tout ça, il y a toute une génération de gens qui sont pas très réseaux sociaux, qui découvrent encore maintenant, que ce soit TikTok et compagnie. Comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir prendre conscience que, ils sont pas du tout éduqués à se dire, voilà, il y a une information sur Internet, c'est pas tout blanc ou tout noir, il faut avoir certains réflexes, il faut vérifier d'où vient l'information. Ils n'ont pas ces réflexes-là, ces gens-là. En fait, et alors étrangement, je pense que c'est les plus jeunes qui sont les moins éduqués aux réseaux sociaux et qui ont pas ce réflexe de eux-mêmes faire des démarches de recherche, etc. Les plus âgés aussi ont ça, mais on est arrivé sur une ère en fait où le système éducationnel des parents, mais de l'école et tout ça, n'est pas assez à jour et en avance sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et au lieu de... Enfin, je sais pas au lieu, mais il y a des cours... qu'on donne encore comme dans les années 30, où on demande à des enfants d'être assis avec un crayon et un bout de papier alors qu'ils passent leur vie sur un écran. Et à côté de ça, il n'y a pas d'éducation à la critique, il n'y a pas d'éducation aux médias sociaux, il y en a très peu, ça existe parfois, mais c'est un peu libre cours, il n'y a pas de programme pour ça, etc. Je pense que c'est important aussi, surtout avec ce genre de nouvelles, d'aider les jeunes à pouvoir faire ce genre de travail. Tu en parlais de l'IA, encore pas plus tard que hier, Dominique Farrugia, là c'est pas un jeune pour le coup, mais Dominique Farrugia sur les réseaux sociaux qui poste une vidéo de pompiers qui sauvent des animaux sauvages dans les incendies de LA. C'était avec l'IA. C'était avec l'IA. Je l'ai vu instantanément. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai un œil exercé à ça, mais ça se voit, les flammes sont fake. Il y a aucun monde où un pompier tout clean avec des flammes derrière est en train de caresser un Bambi au lieu de faire son boulot. Enfin, ça pue le fake, mais t'as une célébrité qui balance ça et après tu dis il y a plus de fact-check. Est-ce qu'il y en a jamais eu? Parce que le nombre de fois où j'ai fait des reports de trucs qui étaient du bullshit total et où Facebook te répond désolé on n'a pas supprimé le post parce qu'il n'en fera pas. Il ne va pas à l'encontre de nos standards de communauté. Alors en fait c'est bien là le souci, c'est-à-dire au lieu quelque part, et c'est ça qui est compliqué, je sais pas quelle est la solution et franchement, mais au lieu de supprimer ou en tout cas de rendre complètement invisible le truc, c'est plutôt on vous signale que ce truc-là, ça ne correspond pas aux standards journalistiques ou etc., peu importe, mais vous pouvez continuer à le regarder. Alors on peut se dire oui, ça évite la censure pure et simple, quelque part, des idées hétérodoxes de gens qui pensent autrement, et pourquoi pas. Le problème, c'est qu'en fait, on sait que c'est appliqué aussi sur les photos et les vidéos pédopornographiques, où on vous dit... ça c'est du contenu qui n'est pas du tout légal, etc. On vous donne même le numéro pour vous soigner si vous avez besoin de machin, mais on vous permet quand même de regarder le truc.
Ce qui est complètement hallucinant. Et pire que ça, parce que là, effectivement, on peut parler d'éducation, mais on voit bien tout le monde, je suis sûr, dans la salle, là, et tous ceux que vous êtes derrière, dites-le moi si c'est pas le cas, mais vous êtes tous tombés dans un trou au short ou au truc Instagram ou au truc TikTok, c'est-à-dire... vous avez commencé à regarder une vidéo, et puis derrière, vous avez regardé une deuxième, puis tac, 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 et au bout d'un moment, il y a 20 minutes qui sont passées, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. 2 heures. 2 heures. C'est des histoires d'algorithmes. Ça veut dire que c'est la manière dont quelque part, le système fonctionne pour garder votre attention. Et ce qui est génial techniquement, mais ce qui est horrible, c'est que on s'est rendu compte, par exemple, que les algorithmes, pour garder certains types de populations connectées, mettant en relation des hommes de plus de 30 ans avec des jeunes filles de 13, 14, 15 ans. Mais c'est vraiment, je veux dire, c'est le fonctionnement. Alors, donc il suffit pas d'éduquer. Je pense que là, on est même au-delà de l'éducation, puisque en fait, c'était le temps de cerveau disponible, c'est le fait de capter l'attention, de faire garder les trucs. Là, pour moi, le législateur, les gouvernements ont réellement quelque chose à faire. Mais comme pour toujours, on en avait parlé dans l'œil carnivore. Tu te rappelles l'époque des trottinettes? Luc était venu, c'était le début, personne, on n'en parlait pas, il n'y avait pas encore les limes, etc. C'est vrai. Et on en parlait justement qu'il y avait zéro législation, trottoir, pas trottoir, limitation de vitesse, c'est ça. Et on avait dit à l'époque, en fait, quand il y a une nouvelle chose qui sort, une nouvelle technologie, le gouvernement, il met 15 ans 10 ans à se mettre à jour parce qu'ils ont d'autres choses dans leur programme, dans leur agenda, donc évidemment, mais au moment où ils arrivent à faire la législation, ils ont 10 ans de retard. Et je pense qu'on va être sur la même chose. Ça fait combien d'années que les gouvernements sont appelés à prendre des mesures pour la sécurité, la cybersécurité, etc. On en est où là-dedans ? On en est où ? Et là, effectivement, tu parlais des enfants. Il y a un vrai problème. Alors, en Australie, je crois que c'est les derniers qui ont interdit à partir de 16 ans... Les ingénieurs du chaos me montre Julien. Donc, tu veux en parler ou viens, installe-toi. Si je peux juste me permettre, aujourd'hui, il y a une petite mise à jour chez Instagram pour le contenu politique. Donc, ils disent que le contenu politique fait souvent référence au gouvernement et aux élections et aux sujets de nature sociale qui affectent de nombreuses personnes. Si un compte que vous suivez partage un contenu politique, celui-ci s'affichera dans votre feed comme tout autre contenu partagé. Alors maintenant, vous avez le choix de contrôler le contenu politique des comptes que vous ne suivez pas, voire moins, standard ou voire plus. Donc tu peux moduler le contenu politique. Après, comment ils le filtrent exactement, c'est encore une autre histoire. Nouvelle mise à jour d'aujourd'hui, en tout cas. De toute façon, tout est politique, donc là, il faut tout filtrer. Pour revenir un petit peu... alors attends, parle. Hop, tu n'as pas la même hauteur que... Voilà. Merci Catherine. Et n'oublie pas de bien parler dans le micro. Voilà. Donc... Moi, je travaille comme consultant pour les médias, entre autres, et il y a un aspect qui est important, je pense, dans cette histoire de fact-checking qu'on n'aborde pas, c'est quand bien même ils n'arriveraient pas à filtrer correctement tout ce qui passe, il y a dans le fait que les GAFAM sont les seuls à avoir les moyens financiers aujourd'hui d'entretenir des agences de presse pour faire de la consultance sur ce fact-checking. Et donc, en fait... ce que je veux dire, c'est que de la merde, il y en aura toujours. C'est une évidence. Hein. C'est quelque chose que je dis à peu près chaque fois que je prends le micro. D'ailleurs, je crois que quand on donne un crayon aux gens, la première chose qu'ils font, c'est dessiner des bites sur la porte des chiottes. Mais il y en a toujours, il y en aura toujours. C'est juste qu'il faut prendre un nager dedans. Et le fait que quand vous avez des gens qui sont les seuls à pouvoir en fait entretenir des cellules dans des rédactions à la BBC, parce que Le Monde, etc. Meta payait une partie des rédactions pour justement avoir ce fact-checking. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une économie de l'enquête derrière. C'est pas eux qui font les enquêtes, ils sont pas juges et jurés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de leurs bénéfices qui sont ponctionnés et qui servent en fait à alimenter des gens dont c'est le métier, des gens qui font de la presse d'investigation et qui, eux, quand vraiment, justement, vous posez la question de savoir si une information elle est vraie ou elle est fausse, c'est vous vous tournez vers ces gens-là, dont c'est le travail de faire les limiers et de remonter le fil et d'être capable de dire si c'est des conneries et de débunker le truc, quoi. Et donc,
Évidemment, on savait que Facebook, etc., c'était pas leur intérêt financier, qu'ils suivent le mouvement. Ils prennent le virage. Quand c'était Obama, ils ont suivi le mouvement populaire, enfin plutôt de gauche de la politique Obama. Donc ils se sont calqués sur la ligne éditoriale du gouvernement. Et puis là, c'est Trump, et donc du coup, ils basculent. C'est la ligne éditoriale du gouvernement aussi. Hein. Voilà. Et donc en fait, c'est ça. Eux, ils font que là, c'est hyper en termes de déontologie. Tout le monde sait que c'est à chier, mais en fait, ils font ce qu'ils ont toujours fait. Mais c'est pour ça aussi que j'ai passé. C'est pour ça que j'ai passé aussi l'extrait de vue. C'est-à-dire que au-delà même du fait que modération ou pas modération, libertarisme, on va dire, dans ce sens-là où chacun se débrouille, etc. Et débrouillez-vous chacun. Il y a un projet politique qui est derrière, masculiniste, etc., qui est aussi ultra violent. Je pense que chez Meta, il n'y a pas de projet. Le projet, c'est de faire du pognon. Oui, mais Zuckerberg est clair là-dessus aussi. Non, là, Zuckerberg, il fait le drôle pour plaire à Trump parce qu'il a viré Trump et que là, comme Trump revient, il est capable de lui prendre son Facebook. C'est aussi simple que ça. Après, est-ce que c'est Trump ou c'est Musk qui gouverne Ça, c'est une autre question qu'on pourrait poser. Enfin, je veux dire, dans le rachat de X, alors on n'est pas là que pour critiquer, et on soulève un vrai problème, ça je suis d'accord, c'est cette histoire d'abandon du fact-checking. Donc ça veut dire que des rédactions entières vont fermer, des services d'enquête vont fermer dans le monde, et pas que aux États-Unis, je veux dire en Europe aussi, ça va affecter des grands médias historiques qui ont des services d'investigation. Mais normalement en Europe, c'est censé continuer. Mais cet argent, le Monde disait il y a quelques jours qu'il y allait y avoir un effet domino quand même. Enfin, ces agences, elles travaillent ensemble. Là, en plus, Musk vient d'annoncer aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'il comptait racheter TikTok également. Oui, parce que fermeture dimanche aux États-Unis. On n'est pas sûr encore. Ouais. Donc, quand il a dit qu'il voulait acheter Twitter, il l'a fait. Donc je pense qu'il y a des chances qu'il le fasse. Et là, on s'attaque sur un public beaucoup plus jeune et beaucoup plus influençable aussi avec TikTok. Alors, qui a une consommation d'informations qui est pire que sur Facebook ou Instagram. Facebook, quelles sont les alternatives aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est ça la question qu'il faut poser. C'est-à-dire que c'est évidemment la question aujourd'hui, c'est plus avec ou sans les réseaux, c'est comment. Et donc, si c'est comment, s'il fallait quitter X aujourd'hui, ex-Twitter, vers où aller ? Alors, il y a le projet Blue Sky. Moi, je me suis inscrit il y a 15 jours sur Blue Sky, puisque j'ai appris que c'était des anciens de Twitter qui, justement, pour pas suivre la ligne éditoriale de leur nouveau patron, avaient décidé de faire sécession. Et surtout, normalement, c'est pas un système centralisé. Donc, on est un peu comme Mastodon, quelque part, même si, dans les faits, à l'heure actuelle, c'est encore très centralisé. Potentiellement, les protocoles font que c'est pas forcément centralisé. Pour expliquer, en gros, X... c'est les serveurs de X qui diffusent l'information. Point barre, et vous n'avez pas le choix. Sur des systèmes de type Mastodon ou Blue Sky, différents serveurs ont leurs propres règles, et donc on peut s'affranchir quelque part d'un comment dire ça, d'un critère bloquant. Oui, non, mais surtout, c'est pas de l'information top-down, quoi. Si voilà. C'est pas la parole de son maître, quoi. C'est peut-être un peu plus diffus que ça, quoi. Donc forcément, il y aura aussi de la merde, comme partout ailleurs, mais il y a peut-être un peu plus de chances qu'il y ait plus de place pour le reste. Et surtout, c'est que tu peux très bien te faire ton serveur avec ses propres règles de modération, etc., etc. Alors après, évidemment, si tu es tout seul dans ton coin, ça sert pas à grand-chose, mais voilà. C'est balade. Mais en tout cas, c'est décentralisé et c'est pas propriétaire, donc il y a possibilité quelque part de... C'est de vraies questions. Il n'y a pas d'alternative à Facebook pour toute une tranche de la population, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que Facebook sera remplacé ? Parce que clairement, sur Facebook, il y a plus de morts que de vivants dans les abonnés. Il y a plus de personnes mortes que vivantes parce que les jeunes ne s'inscrivent plus sur Facebook, et donc c'est une plateforme mourante qui a un avenir de disparition évidente et claire, et tout le monde s'accorde à dire que Facebook un jour il y aura plus que quelques Facebook survivants. Facebook ira en home avec sa génération de gens. C'est ça. Oui, mais en même temps c'est fou parce que effectivement, je veux dire, Facebook n'est plus ce qu'il était, ça on est d'accord. C'était mieux avant. Non, mais ce que je veux dire, plus ce qu'il était dans le sens où c'est moins vivant de la part des gens, puisque les marques encore et les trucs posent dessus par obligation quasi, mais par contre effectivement les gens, mais il y a des îlots de gens qui en fait communiquent énormément en fait via Facebook. Alors moi ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert en tant que galeriste, j'ai découvert que quand je fais un vernissage, je remplis les 3/4 de mon audience par un événement Facebook.
C'est plus que par tous les autres canaux réunis. Je pense que Facebook sert maintenant essentiellement à ça, à faire des événements. Les gens ne font plus de site web. Quand tu veux faire un repas de quartier, tu fais un post dans un groupe Facebook avec les gens de ton quartier. Et là, tu es sûr de toucher tous les gens autour de toi, avec certainement encore plus d'efficacité que le tract qui est distribué dans les boîtes aux lettres. Je tiens quand même à remercier Monsieur Speculos pour son abonnement et il nous fait passer aux 200 followers. Donc merci à toi, un grand merci. Ton nom sera sanctifié sur 300 générations. Merci. Alors en fait, de toute façon, j'ai lancé le débat. C'est un très grand débat. Et on a déjà, je pense, largement dépassé. Voilà, là, on a dépassé notre créneau horaire, donc on va pas s'apesantir là-dessus. Ce qui serait sympa, c'est d'envoyer les gens vers des éléments de ressources, je pense, pour ça. Donc alors, moi, je suggérais la lecture de ceci, Giuliano De Empoli, Les ingénieurs du chaos. Qui est paru chez Folio et donc en fait ça parle de justement la mécanique des algorithmes des réseaux sociaux. Voilà, et je pense que c'est édifiant. Ça doit faire partie d'un processus d'éducation à l'image. On parlait de quels seraient les outils pour les enseignants pour aborder le sujet avec leurs élèves. Et ben, moi, je pense que ce livre en est un très bon exemple. Et évidemment, puisqu'on parle de digital, la meilleure forme digitale que je vous invite à consulter, si vous ne le connaissez pas, c'est le travail de David McCandle, qui est infographiste et qui fabrique des dataviz. Et avec sa communauté, ils ont un site qui s'appelle Information is Beautiful, l'information c'est magnifique, où ils diffusent gratuitement des projets de recherche, parce qu'eux ils créent des dataviz pour les grandes entreprises ou pour les grands journaux de la planète. Alors, qu'est-ce que t'appelles des dataviz ? Des dataviz, c'est des graphiques, des illustrations. D'état visuel en fait. Quand tu lis un article dans Science et Vie Junior et que tu comprends tout, c'est parce qu'il y a une super dataviz qui t'explique vachement bien comment il marche les gétasses de la fusée, tu vois. D'accord. Et ben en fait c'est ça. Et donc sur Information is Beautiful, t'en as sur tous les sujets. Tu te poses une question, par exemple, quand un film annonce inspiré d'une histoire vraie, à quel point est-il vraiment vrai ? Et ben tu vas sur Information is Beautiful et t'as une page super, tu recherches par film et tu vois que par exemple le pont des espions c'est vrai à 70%, et tu vois le film découpé scène par scène, plan par plan, et tu peux cliquer dessus et t'as le screenshot de la scène dans le film, ce qui se passe, c'est un sacré boulot, est mis en rapport avec ce qui s'est vraiment passé dans la réalité. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais aussi il y a toute la zone grise entre les deux. Est-ce que c'est un petit peu romancé ou est-ce que c'est carrément inventé ? Enfin voilà. Et ça, c'est le genre de choses géniales que font David McCandle et son équipe. Ils en ont un qui s'appelle Rhetorical Fallacies, donc apprendre à résister à la rhétorique fallacieuse. Et ben justement, voilà, résister à la politique, au bullshit politique, résister aux fake news et aux tentatives de bourrage de crâne qu'on va trouver sur les réseaux sociaux non filtrés. Ça passe par une petite musculature mentale et c'est très très bien illustré et en plus c'est hyper ludique. Voilà, informationisbeautiful.net. Eh ben on va aller regarder ça. Toi vous avez des références comme ça pour chercher des infos surtout pour vous méfier, pour être moins susceptible d'être trompé. Je t'avoue que quand je vois des trucs un peu suspects, je vais fouiller, je vais chercher, je vais recouper des informations, mais c'est vrai que c'est un boulot, c'est un vrai gros boulot je m'en rends, enfin c'est un vrai boulot, il faut avoir la volonté. J'ai une anecdote, j'ai un ancien prof que j'admirais assez, qui partage un jour une photo d'un article disant que les antennes 5G ont tué plein d'oiseaux qui sont tombés morts à cause des antennes 5G. Bon, je vois ça, je me dis ça sent un peu bizarre, je fais recherche par image inversée, ça c'est génial, et je retrouve qu'en fait c'est un article publié par Russia Today 5 ans auparavant, donc qui n'a d'abord rien à voir, qui est vieux, et Russia Today, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un média tout à fait fiable. Mais même pire que ça, moi je me souviens être tombé sur un article comme ça, c'était sur Le Monde, je clique sur un truc où je me dis tiens c'est bizarre, tu vois une info, tu cliques dessus. En fait, c'était une pub. T'arrives, mais ça, c'est pas toujours discernable en fait. Si t'es sur un vrai article, si t'es sur une pub. Je suis arrivé sur un article qui ressemblait à un article fait par RTL Info. Et t'avais tout un texte, machin, etc., qui te racontait tout un truc. Sauf que je connaissais bien le logo d'RTL Info et le site d'RTL Info, donc je me suis rapidement rendu compte que c'était faux.
mais n'importe qui peut se faire prendre en 2 secondes en fait. Et t'as l'impression d'avoir eu l'info par un média, on va dire officiel, et donc c'est très très dur. Dans le genre, tu proposais effectivement des ressources. Moi, je vous en propose une autre qui est plus vieille, qui s'appelle Petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Barrière-Jean. Excellent choix. Et ça vous sera utile tout le temps. Vous lisez ce truc-là, vous pouvez les foutre aux chiottes en fait, et puis lire les petits bouts comme ça, et vous allez voir, c'est fantastique parce que ça vous apprend à comment analyser l'information qui vous arrive. Évidemment, on peut toujours se faire avoir, ça c'est jamais, etc. Mais au moins, essayer de se rendre compte qu'au niveau, on vous dit 100% des machins, bon déjà 100%, ça commence à faire bizarre comme truc, et voilà. Il y a des communautés d'enquête aussi sur Discord, je pense à la communauté OSINT, on n'en parle pas assez, mais c'est... OSINT, c'est des gens qui font de l'intelligence, donc pas de l'espionnage, mais de l'enquête, en se basant uniquement sur les données publiques. Mais en fait, il y a tellement de données publiques que c'est souvent même suffisant, en fait. Et donc, tu as des groupes Discord, OSINT FR, par exemple, qui est un groupe où tu as plusieurs milliers de gens, des gens du renseignement, mais aussi des ingénieurs informatiques, des journalistes, etc., qui ensemble partagent de l'information et recueillent des sujets d'enquête de gens qui se connectent sur le serveur et qui disent « moi j'ai vu ça », etc. quoi. Et donc c'est vraiment, il y a des communautés très actives, je trouve que c'est intéressant de le souligner, parce que... Voilà, à la limite, il y a un exemple collective. Voilà, il y a un exemple qui est assez fascinant aussi. Moi, qui me fascine toujours, c'est Wikipédia. Parce que c'est justement du participatif, du collaboratif. Alors, quand ça chauffe trop sur une page, il la bloque, parce que c'est compliqué. Et faire la même chose sur du news, je pense que ça serait très, 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 très compliqué. Mais c'est quand même une modération sur, je ne sais pas combien il y a d'articles, etc. En fait, ça dépend. Sur Wikipédia, alors, je ne me souviens plus de la référence, mais le mois dernier, il y avait une enquête sur YouTube, un YouTuber qui a fait une enquête sur la mécanique. Sur des sujets, en fait, universel, t'as une très bonne modération. Après, sur des sujets de niche, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que en fait, les spécialistes sont pas forcément sur Wikipédia intéressés par le truc, etc. Et donc, il n'y a pas ou peu d'enquêtes. Il y a comme ça une anecdote assez dingue où un type a fait tout un Wikipédia depuis les États-Unis. Tout un Wikipédia en vieux gaélique du nord de l'Angleterre, alors que le type ne pinait pas un mot de la langue en question, si tu veux. Il avait tout inventé, des milliers de pages que le gouvernement a été incapable de modérer. Encore aujourd'hui, il entraîne des centaines sur des tas de sujets, en fait, où le mec était en roue libre totale. et c'est pas une œuvre d'art. À la limite, là, il faut lui faire une statue dans ces cas-là. Il y a un côté artistique. T'as des bulles à l'intérieur de Wikipédia de bullshit, mais qui sont tellement niches que plus personne va les modérer, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un vaste débat. On reviendra dessus, mais essayez de vérifier ce que vous mettez dans votre tête, ce que vous lisez, etc. Et surtout, vos enfants et vos proches, soyez attentifs. Parce que une information peut très vite arriver. Ah bon, ça, t'es sûr, etc. Et puis là, c'est là où le travail de recoupement, etc., tout ça est à faire. Alors des fois, il y a des trucs très surprenants. Tu veux dire que Baudouin n'est pas un reptilien de la face cachée nazie de la Lune? Non, je suis le fils de José. Non, il est un reptilien de la face funky de la Lune. Ah ouais, c'est ça. Ok. Bon, voilà, on arrive à la conclusion de l'émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Merci à Grimtot, à Bailo, à Tibabouk, à Mouscatmousse, à Spéculos, et j'en oublie sans doute. Merci à tous qui êtes passés par là. Je sais, mais voilà, avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je sais plus, vous m'avez perdu. Merci aux autres. Alors, un grand merci à l'équipe technique qui est derrière. Venez, ou ceux qui peuvent être libérés, n'hésitez pas à venir, ceux qui sont pas trop timides. Merci à toi, Catherine, d'être venue nous parler de ton projet. J'espère que tu reviendras dans l'œil carnivore nous parler de Bruce Lee ou du prochain film Star Wars. Plus, ouais, passez, voilà. On est super. Vincenzo, laisse tourner, viens. J'en profite pour montrer Yvelt qui est là. Non, là, je sais pas, bon, c'est pas grave. Là, ici, voilà, là, ici.
Yvel qui est photographe et qui va bientôt faire une exposition à la galerie Non Peut-être. Au mois de février. Venez voir, il fait un super boulot. Haïti, au-delà des gangs. Voilà, ce qui est sur Haïti. C'est sur Haïti que tu fais les... Ok. Chouette. Vincenzo qui est là, qui était à la technique. Donc il n'y a plus personne à la technique si ça foire. Non, je suis là. Ah si, oui. T'es juste au son, mais donc l'image peut se casser la tronche. Oui, l'image peut foirer. Voilà. Et il manque notre cuistot, notre régisseur de la table régie. Alors merci pour les carbonara à Samuel. Merci à Kevin. Il est... oui, Kevin, mais c'est Samuel qui est pas là. Désolé, là je vous vois derrière. Merci à vous pour le travail que vous avez fait. Merci à toi, Julien, de nous avoir accueillis à la Galerie Non Peut-être. Merci à Corentin d'avoir fait le déplacement de là. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Ça fait du bien. C'était chouette. Merci de nous avoir donné envie de voir Skeleton Crew. J'attends vos retours maintenant. Je vais essayer de regarder avec ma fille. Ça me donne envie. Je vais lui faire ça comme truc. Je vais le traquenard. Comme ça, j'aurai une bonne excuse pour le regarder. Merci à toi, Angela, de m'avoir fait découvrir le badminton au Japon. Une phrase que tu n'aurais jamais imaginé prononcer. Mais regardez le premier épisode qui est sur YouTube, donc accessible facilement. À quand une émission sur le Kinball? Le Kinball. Je la prépare. Les champions du monde sont les Belges, les Japonais et les Québécois. Je pense que quand vous prenez le trio, rien que ça déjà en soi, ça va. Je veux voir un match. Alors c'est un truc que j'avais envie de vous faire, une sorte de, peut-être la prochaine fois, c'est un quiz sur les sports les plus improbables. Mais voilà, j'en dis pas plus. Moi je peux vous parler de air guitar. Un grand merci à toi, Baudouin, d'avoir assuré la technique son, vraiment. Mais de plaisir et d'être toujours là. Merci, un grand merci. Merci à vous, public, parce qu'on fait ça un petit peu aussi. Pour que ça soit regardé, donc merci d'être là à le regarder, c'est toujours plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne L'Œil Carnivore, à liker, partager, à diffuser ça sur tous les réseaux sociaux. Maintenant qu'il n'y a plus de modération, vous pouvez faire passer L'Œil Carnivore sans problème. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Très très vite. Ciao. Yes. Ciao.